Bonsoir. Voilà un bonsoir en bonne et due forme. Comment allez-vous, messieurs, dames, pour ce nouveau live? Nous sommes en direct sur YouTube jusqu'à aux alentours de 22h30, 23h, pour parler d'un sujet que vous me demandiez avec pas mal d'impatience. Enfin, en tout cas, vous étiez nombreux à me demander ce sujet-là. Je ne sais pas si ça fera mouche ce soir, mais en tout cas, vous étiez assez nombreux à me le demander. C'est de faire un petit zoom sur mes séries fétiches, qu'on parle un petit peu de ces grandes séries des années 90-2000. Alors quand je dis années 90-2000, ça va vraiment être de l'ordre de ma génération, c'est-à-dire fin des années 90, début des années 2000, à partir des années 95-96, c'est pas pour rien que j'ai mis Stargate SG1. Évidemment, on parlera d'une petite émission qui passait sur M6 le samedi soir, je n'en dis pas plus, hein, évidemment, que peut-être pas les plus âgés, mais en tout cas les plus érudits ont reconnu, même si c'est revenu, je crois, sur Sister assez récemment. Certains vont savoir, à mon avis, de quoi je parle très vite. On va parler de ces séries des années 90, petite piqûre de rappel assez nostalgique. Comment allez-vous ce soir, en ce dimanche saillant, qui annonce une semaine des plus saillantes, puisque demain, on est sur un 3 live YouTube d'affilée. Je serai en live demain pour une grande roue libre sur YouTube de 21h à 23h. Vous verrez, il y aura des surprises, il y aura des invités, ça va être très cool. Ce sera un live un peu challenge, défi en mode détente, etc. Ça peut être très cool. Il y aura donc un live demain de 21h à 23h. Et la suite de la roue libre continuera sur Twitch de 23h à 1h du matin. Donc demain, il y aura beaucoup de live. Mardi, il y aura le live sur Negan, puisque j'ai eu l'occasion de voir le Here's Negan.
t'en dis pas plus. Donc on aura 3 lives d'affilée sur YouTube cette semaine, et puis après mercredi, évidemment, Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Barcelone. Bayern Munich, pardon. Barcelone, on les a déjà éliminés. Lol. Donc du coup, on sera en pause, et puis jeudi, vendredi et dimanche, on reviendra évidemment sur Twitch pour terminer Uncharted 4. Comment allez-vous en ce week-end presque estival, sauf qu'il commence à recailler. Alors, il y en a beaucoup, des séries des années 90. Il va y avoir... Quand je parle des séries des années 90-2000, vous allez voir que c'est les séries qui ont basculé globalement de la fin des années 90 au début des années 2000. C'est-à-dire qu'on parlera pas de Prison Break. Prison Break, ça vient de 2006. Techniquement, c'est une série des années 2000, mais on n'en parlera pas, puisque pour moi, c'est encore la génération d'avant. La génération vraiment dont j'ai envie de vous parler, c'est plutôt une génération qui a commencé au cœur des années 90, voire à la fin des années 90. C'est évidemment la première chose dont j'ai envie de discuter avec vous. Et là, bon, je pense que la plupart des gens vont avoir un petit rictus, un petit sourire qui va les traverser. C'est évidemment... Ça... Tu fais un live sur les meilleures séries des années 90-2000. Tu es obligé de commencer par ce petit jingle qui te disait « Lève ton cul, c'est l'heure de retrouver Dark Angel, Stargate SG1, Stargate Atlantis, Charmed, Smallville, John Doe... Il y avait tellement de séries. Profiler, alors ça a commencé avec Profiler. The Wire, on en parlera plus tard, parce que là je vais commencer vraiment par les séries un petit peu trilogie du samedi avec Buffy, etc. Je voulais faire un petit point sur la trilogie du samedi, parce que j'ai regardé tout à l'heure pour préparer un petit peu le live. Et en fait, il y a plein de choses intéressantes à raconter sur la trilogie de samedi, parce que c'est bien avant... comment dire, ça existe depuis bien plus longtemps que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a quand même beaucoup de séries qui ont fait partie de la trilogie du samedi sans vraiment qu'on en soit tout à fait conscient, parce que c'est des séries, moi, j'ai regardé bien loin de la trilogie du samedi. Pour être honnête avec vous, la trilogie du samedi, ça a été conçu donc en 97. Ça existait déjà, on appelait ça les Samedis Fantastiques. En 1995, alors il y avait les Contes de la Crypte, il y avait la Colonie aux frontières du réel, il y avait X-Files, hein, ça a commencé aussi avec X-Files. Ça a continué évidemment avec X-Files ensuite. La vraie trilogie du samedi, telle que je vous l'ai mis là maintenant, ça commence en 97. Donc c'était il y a déjà un petit moment, hein, c'était il y a 24 ans, c'est terrible ce qui vient de se passer. Et les premiers programmes qui étaient diffusés, c'était Le Caméléon, Dark Skies et Profiler. Ce dont je n'avais aucune idée, puisque Profiler, une série avec Julian McMahon, à l'époque, je pensais vraiment que Profiler était plutôt une série à diffuser un peu sur France 2, c'est-à-dire ce type de série très policier, thriller, etc. Pour moi, ça avait plus sa place sur France 2. Bah non, ça a commencé sur la trilogie du samedi. Et après, il y a eu beaucoup de séries qui sont arrivées là-dedans. Je vais toutes vous les citer, parce que globalement, il y en a beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui m'ont étonné. Mais vraiment, hein. Il y avait Alias. Alors, Alias, je m'en souvenais. Il y avait Buffy contre les vampires. Bon, ça, c'est évident. Il y avait Charmed, ça, c'est évident. Commander in Chief. Il y avait Bones. La première saison de Bones en rediffusion en faisait partie. Dark Angel, ça, ouais. Dark Skies, Dead Zone, entre autres. Hein. Jake 2.0, Jericho, John Doe, Kyle XY, c'était aussi à cette époque-là. Plus les années 2000 pour le coup, mais c'était aussi à cette époque-là. Le Caméléon, les 4400, Medium, Missing, disparu sans laisser de traces. J'étais pourtant convaincu que ça aussi c'était sur France 2. Mutant X, Mysterious Ways, NCIS Enquête Spéciale, la saison 1 en rediffusion. Quelque chose que je n'avais pas du tout imaginé, mais qui pourtant faisait partie de la trilogie du samedi. C'est aussi pour vous dire que comment dire, c'est 2000 ce que tu dis. Ces séries des années 90-2000, c'est toutes les séries là qui sont arrivées sur la trilogie du samedi. Donc il y a eu les séries des années 90. Donc on a commencé avec, là c'était les plus anciens, hein, Dark Skies, Le Caméléon, Profiler, The Sentinel, X-Files, etc. Ensuite on a bifurqué, c'est juste que là elles sont par ordre alphabétique. Nick Cutter et les Portes du Temps. Nick Cutter et les Portes du Temps. Je n'avais aucune idée que Nick Cutter et les Portes du Temps, ça avait fait partie
de la trilogie du samedi, je regardais sur Énergie 12. À l'époque où j'avais commencé à regarder cette série-là, c'était sur Énergie 12. Donc, comme quoi, bah, c'était pas du tout le cas. Je sais que par exemple, Buffy contre les vampires, c'était M6, on avait Angel qui était sur TF1, donc ça pouvait être différent. Nick Stalker, Numbers, pareil, trilogie du samedi. Pourtant, pour moi, ça résonnait beaucoup plus trilogie fantastique. Players, Prison Break. Prison Break aurait fait partie, apparemment, de la trilogie du samedi, alors que pour moi, c'était le jeudi ou le vendredi. Je me sens même que c'était le jeudi, parce que le lendemain, je débriefais les épisodes avec mes potes. Donc, je crois que c'était le jeudi sur M6. Profiler, Roswell, Smallville, Stargate Atlantis, Stargate SG1, Strange World, Supernatural, des saisons 1 à 3, The Lost Room, de Sentinelle, évidemment, entre autres. Donc il y a quand même True Calling, Compte à rebours, il y a eu beaucoup de séries. Et après, c'est revenu sur Sister. Ça a pas duré, je sais pas si ça a continué. C'est revenu en 2018 sur Sister de 21h à 2h du matin, où il passait notamment Supernatural. Donc il continuait la saison 12, Siren et Once Upon a Time. Je suis pas sûr que ça ait duré longtemps, puisqu'ils ont diffusé qu'une seule saison de chaque. Donc à mon avis, ils ont diffusé ça, puis après, c'est jamais revenu. Mais ça a voulu revenir par la suite sur Sister. Preuve que c'est l'une des choses qu'on a des séries des années 90-2000 qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'a plus. Et c'est la première chose que je voulais dire, c'est que pour moi les séries des années 90-2000, il y avait forcément, vous allez dire c'est con parce que oui, on avait moins de moyens, on avait moins d'internet, on avait moins de manières d'aller récupérer les épisodes, mais dites-moi si dans le chat vous êtes d'accord, moi je trouve que ça avait plus de charme cette époque-là, pour les séries télé. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux regarder quelque chose, tu vas piocher sur un site de streaming, tu vas piocher à droite à gauche, tu vas piocher sur Netflix et t'as tout de suite. On te donne tout de suite. Alors qu'à l'époque, je trouve que, et c'est la grande marque en fait de la trilogie du samedi, c'est pour ça que je voulais commencer par là, les séries des années 90-2000, elles avaient ce côté, et ça a même continué après avec Lost, moins parce que Lost, Prison Break, ça commençait déjà à être, tu pouvais déjà les avoir un peu sur internet, mais c'est à peu près l'époque où ça s'est terminé, c'était les moments où effectivement tu pouvais avoir une soirée entière dédiée à l'univers des séries. Tu savais que tu passais pas ton temps à regarder des séries, tu passais pas ton temps à regarder des films, etc. Mais tu savais que tu avais tes rendez-vous. Et et justement, c'est là que je voulais dire, pardon, excusez-moi, le côté rendez-vous, pour moi, il est vachement important. C'est ce qui faisait véritablement le charme du propos. C'est ce qui faisait le charme de cette trilogie du samedi, c'était de savoir que sur certaines périodes, bah, la trilogie elle continuait, puis t'avais des périodes où t'allais retrouver telle série, puis ensuite d'autres, et t'avais vraiment dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000, je dirais moi ouais jusqu'à Lost Prison Break, donc jusqu'à 2006, mais du coup je peux compter Smallville, je peux compter Charmed, etc. Smallville par exemple qui passait beaucoup plus souvent, moi j'ai beaucoup plus connu Smallville à 17 ou 18 heures sur M6 plutôt que sur la trilogie du samedi. Pourtant c'était une époque où la télévision, elle avait vraiment son entité à part entière. On était dans l'univers de la série télévisée. Aujourd'hui, on regarde des séries. Pour moi, on regarde plus trop de séries télé. On regarde des séries. Des séries qui sont inspirées de la télévision et globalement qui passent sur des chaînes du câble, etc. On pourrait en citer quelques-unes, mais il y en a très peu maintenant. Je veux dire, global. Il y a eu Game of Thrones, oui, il y a toujours Walking Dead qui est là, il y a toujours quelques séries comme ça qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, mais ça va être beaucoup des séries que tu vas pouvoir récupérer à droite à gauche sur Netflix, sur Amazon, ou même si c'est semaine après semaine, ça n'a plus cette même saveur. Moi, je trouvais que dans ce côté 90-2000, il y avait vraiment ce sentiment pas inaccessible, mais ce sentiment d'attente. Moi, je me souviens que quand j'étais gamin, par exemple, parce que c'est un live assez nostalgique, je n'avais qu'une envie, c'était d'être à ce moment où j'allais me retrouver devant la trilogie du samedi, qui à l'époque était composée, entre autres, de Stargate SG1 et Atlantis. Ça, c'était génial. Alors après, ça a basculé le vendredi, c'est le Stargate. Donc c'était encore mieux, parce que du coup, c'était juste avant le week-end. Et moi, le samedi, j'avais mon Lost sur TF1, donc c'était top. Mais voilà, il y avait ce côté attente. Alors qui est arrivé aussi, parce que je vois Nip Tuck qui citait plusieurs fois. Nip Tuck, c'est plus série mi-2000. Mais oui, c'était le cas aussi. Même, on peut penser à Sons of au début... Sons of au début des premières saisons, même au début des années 2000, je pense que globalement, enfin début des années 2010, il y avait encore cette possibilité de les voir à la télévision, mais c'est de moins en moins le cas, et je trouve qu'il y a un vrai côté nostalgique, et c'est aussi pour ça, je pense que beaucoup voulaient que je fasse ce live, et qu'on est content de se retrouver là-dessus, c'est que, ouais, il y avait cette attente. Et c'est dommage qu'aujourd'hui on ne l'ait plus. C'est dommage que ça se soit perdu au profit d'autres, au profit des plateformes de streaming, finalement au profit de l'évolution. On va pas non plus être, comment dire,
On va pas non plus être mauvaise langue et puis être vieux jeu, être rabat-joie, tu sais, les mecs, c'était mieux avant, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un système de tout de suite. Système de vraiment on se gaffe pas. Enfin, je pense que si beaucoup de gens se gavent aujourd'hui de séries à défaut de les savourer, c'est tout le problème du binge-watching que moi je ne fais pas. Parce que globalement, je suis pas du tout orienté, sur le binge-watching. Moi, je suis beaucoup plus centré sur voir un épisode semaine après semaine pour savourer, se faire plusieurs théories. Ça commence à revenir. On le voit, ça commence peu à peu à revenir. On voit que Disney fait comme ça avec Mandalorian et même ses séries Marvel. On voit que ça continue un petit peu comme ça au fur et à mesure avec d'autres séries qui prennent un peu leur temps. The Boys, je crois que c'était le cas d'ailleurs. Ça revient un petit peu, ce genre de série hebdomadaire où t'as le temps de te faire tes théories, t'as le temps de te rendre compte de ce que t'as vu. Mais il y a toujours ce côté qui ramène vers une nostalgie qu'on récupère pas véritablement. Parce que pour le coup, la trilogie du samedi, pour moi, c'est l'exemple même de ce qu'est une bonne, nostalgie. C'est se rappeler. Moi, je me souviens quand je regardais des séries des années 90, voilà, comme ça, même au début, hein, je veux dire, même les séries, entre guillemets, j'ai envie de dire des premiers temps, mais les premières saisons de Stargate SG1, c'est vieux, hein. Je vais vous dire ça, mais SG1, c'est 97, hein. Donc ça remonte quand même, c'était 3 ans avant les années 2000. Puis il y en a d'autres, voilà, on va parler pas pour les plus anciens, mais bon, pas loin, pour X-Files. On peut commencer sur X-Files, c'était 93, la diffusion originale. Donc c'était X-Files existait à ma naissance. Donc c'est quand même un truc de ouf. T'avais les Contes de la Crypte à l'époque, qui étaient dans les années 89 jusqu'à 96, qui a pas survécu à la trilogie, enfin qui est pas allé jusqu'à la trilogie du samedi, mais qui faisait partie des samedis fantastiques. T'avais le Aux frontières du réel, au-delà du réel, c'était 95-2002. Il y avait une essence, c'est ça que je trouve vachement intéressant aussi. J'ai l'impression qu'à l'époque, moins maintenant, parce que maintenant, peut-être que l'effet de mode est passé. Et j'attends que Sam Esmail revienne avec Battlestar Galactica, mais on voit que Stargate, par exemple, tous les spin-offs n'ont pas fonctionné, à part éventuellement Atlantis au début, mais bon, Universe n'a pas marché, la web-série n'a pas marché, ils vont refaire un autre apparemment. J'ai l'impression qu'en fait, cette période-là, vraiment des fins des années 80, vraiment pure année 90, était une période où tu avais une espèce d'aura pour le fantastique et la science-fiction qu'aujourd'hui on n'a plus. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des grandes séries de science-fiction et des grandes séries fantastiques, elles ont plus ou moins disparu. Et là, je parle de la trilogie du samedi, mais on peut aussi basculer sur des choses que publiait TF1, notamment Angel, etc., ou même les Star Trek, ou d'autres séries comme ça, avec Picard notamment, où ça c'était carrément des séries de films. On en a encore des séries fantastiques, etc. Bon, il y en a quand même pas mal qui voient le jour, mais là on était vraiment sur du fantastique pur, voire de la science-fiction pure, et à part probablement, allez oui forcément Stranger Things qui est lui-même limite un aveu d'échec, hein, parce que finalement c'est une série qui reprend les codes des années 80, donc ça fait que reprendre des choses qui étaient déjà faites. Angel c'était sur TF1 à 13h, enfin je suis sûr que c'était sur TF1 à 13h, il y a peut-être eu des diffusions avant, moi je sais que je regardais Angel l'après-midi. Je devais me taper l'émission toute pourrie, reportage sur TF1, pour ensuite, après, à 14h, pouvoir me mater Angel le samedi après, moi. C'était horrible, hein, l'émission reportage, juste après le petit journal de 13h, là, tu sais, le truc quand t'es gamin, globalement, en plus, les samedis, quand t'es gamin, que t'as 10, 11 ans, tu te fais chier, hein. Donc, tu sais, t'as toujours ce somme de te dire, bon, le vendredi soir, c'est Stargate, c'est cool, mais putain, le lendemain, tu te lèves, t'as rien à foutre, tu manges, t'as rien à foutre, tu regardes les infos, t'as rien à foutre, après, tu dois te taper reportage, t'as rien à foutre, pour ensuite pouvoir voir Angel derrière. Et je crois qu'il a été basculé après à 17h, aux alentours de 17-18h. J'ai connu Angel le soir sur TF1. Comment vas-tu, Datchad, en deuxième partie de soirée? Alors, Angel, j'ai pas connu moi le soir, mais j'ai connu les périodes où c'était diffusé en après-midi. Buffy, c'était sur M6. Mais voilà, enfin, globalement, là, si je prends la trilogie du samedi, qui était quand même vachement estampillée fantastique, mais toutes les plus grandes, finalement, je trouve, ce sera peut-être un challenge. Série des années 90-2000 culte, 2000, on va dire de 2000 à 2003-2004. On va pas aller plus loin que 2006 parce que pour moi, le tournant, le virage que prend certaines séries, notamment avec Lost, Prison Break et puis ensuite tout ce qu'il y a eu, je les compte pas vraiment dans ces séries nostalgiques. Moi, c'est encore autre chose. Mais pendant que je regarde, j'aimerais bien que vous me donniez des séries des années mi-90, tout début 2000, à part Undo Stress, qui étaient des séries qui ne parlaient pas ni de science-fiction,
qui ne parlent pas de science-fiction ni de fantastique et qui n'étaient pas non plus des sitcoms. Moi, j'aurais cité Urgence. Urgence, Profiler, New York Section Criminelle, etc. Oui, alors t'avais tous ces trucs-là. Mais globalement, c'était souvent la même chose. Alors, ça peut aussi être un aveu d'échec là-dessus. Mais c'est vrai que dans le milieu des années 90, c'est vraiment le tout début des années 2000, je vois qu'on me cite Californication, pour moi c'est même un peu trop tard. Il y avait vraiment 3 sections différentes, hein, 90-2000. T'avais toutes les séries style policières, donc policière thriller comme voilà, j'y ai pensé tout de suite avec New York Section Criminelle, mais il y en a plein d'autres. Là on me cite effectivement 24 heures chrono, Le Caméléon, il y avait toutes les séries avec Ice-T, puis après il y avait même de B.D. Wong, ouais, tout ce qui est New York Unité Spéciale, L'arrivée des experts, Walker, Texas Ranger, effectivement. Bon, il y avait beaucoup de séries dans ce style-là. T'avais ce grand bloc-là, des séries des années 90-2000. T'avais le bloc fantastique science-fiction. Et là, pour vous dire que la trilogie du samedi, c'était quand même vachement orienté. Buffy, Charmed, même Dark Angel, hein, Dead Zone, FX, effets spéciaux, Jericho, John Doe, les 4400, Mutant X, Nick Cutter, Profiler, non. Profiler qui était plutôt dans l'autre branche. Roswell, Smallville, Stargate, Charmed, tous ces trucs-là. À un moment donné, c'est vrai qu'il y avait cette grande catégorie qui était là aussi, et t'avais derrière les sitcoms. Alors t'avais les grandes séries des années 90, on peut pas forcément orienter ça sur uniquement les grandes séries de ce style, mais il y a quand même les années 90 sont pas créées, parce que c'était déjà le cas avec le Cosby Show et beaucoup avant. Bah, on l'a vu avec WandaVision, hein, qu'il y avait beaucoup de séries déjà avant qui traitaient de la sitcom, mais c'est vrai que l'immense avènement des sitcoms pour qu'aujourd'hui on le retrouve tel quel, l'idée de la sitcom arrive plus ou moins avec le Cosby Show, arrive ensuite avec le Prince de Bel-Air, quand même. Le Prince de Bel-Air, typiquement série, même je me demande si c'est pas fin des années 80. Le Prince de Bel-Air. Je crois que il me semble que je parie que c'est avant les années 80. Premier épisode en 1990 pile, le 10 septembre 90. Et l'épisode final en 96. Donc là, on est dans la pure souche des années 90. Donc on a ces sitcoms-là. Donc il va y avoir le Prince de Bel-Air, il va y avoir la fin du Cosby Show, il va y avoir Friends. Et tout ça, une nounou d'enfer. C'était pas le meilleur, mais une nounou d'enfer, ça puait les années 90 à outrance aussi. C'était vraiment... Et t'avais ce côté, encore une fois, que tu peux retrouver avec une certaine nostalgie. Parce que tu te vois bien, La Petite Maison dans la Prairie. Oh, c'est avant ça. La Petite Maison dans la Prairie, ça doit être bien avant les années 90. Ah ouais, si, premier épisode en 74 et en 83. Après, c'est vrai qu'il y a eu les rediffusions. C'est-à-dire que t'avais déjà, ce qui était intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et c'est vrai que c'est pas idiot, mais à l'époque, tu avais déjà cette sensation de vouloir aller dans le nostalgique. C'est-à-dire que là, pour nous qui sommes des enfants des années 90, on voit très bien que en 2020, l'objectif est d'aller à la nostalgie à outrance. On te remet, allez, WandaVision, Stranger Things, prends tout ce qu'on faisait avant. Et on a beau dire, c'est depuis les années, 2010 jusqu'à maintenant, que globalement, voilà, on est dans ce leitmotiv un petit peu de toujours être dans la nostalgie, dans l'ancien, etc., constamment. Mais déjà dans les années 90, effectivement, on avait des rediffusions de La Petite Maison dans la Prairie. Ce qui veut dire que déjà à cette époque-là, on vivait plus ou moins sur des acquis des années 70. Les trucs genre Dallas, Alerta Malibu, des séries vieilles comme le monde, comme ça. Hein. Il y en a eu beaucoup des séries des années 70, 80 qui continuaient d'être diffusées dans les années 90. Magnum, MacGyver. Oh, c'est des choses qui étaient bien plus vieilles, mais qui ont continué par la suite. Donc t'avais beaucoup de cet esprit-là. Donc t'avais tout cet esprit, et t'avais quand même derrière, ce que je trouve assez intéressant à souligner, t'avais les séries, entre guillemets, qui composent pour moi la 4e branche, c'est-à-dire la partie vraiment pure, où il y a eu l'essor de la série policière. Je pense que les années 90-2000 ont vraiment mis en avant le culte de la série policière. On en reparle, hein, mais tout ce qui va être Profiler, New York Unité Spéciale, New York Section Criminelle, les 175 versions des experts. Tu as le côté fantastique science-fiction, tu as la sitcom, et derrière, tu as ce que j'appelle un peu les ovnis, c'était les séries de l'après-midi.
Et ça, maintenant, ça n'existe plus. Ou presque plus. C'est-à-dire que maintenant, quand on est... Mais ça, c'est important à souligner. Enfin, dites-moi, vous voyez la même chose, mais aujourd'hui, quand on regarde la télé, les séries de l'après-midi, c'est quoi? Friends, Malcolm, Ma famille d'abord, Bones, NCIS. On vit, c'est-à-dire que on est maintenant, actuellement, dans une espèce de vision du pas c'était mieux avant, mais étant donné qu'il y a pas mal de streaming, on n'a pas forcément les droits pour tout mettre, on n'a plus forcément l'opportunité de sélectionner des séries qu'on va vous proposer en inédit. Donc, on vous remet des rediffs de séries, justement, des années 2000, 2010, parce qu'on est dans cet état d'esprit. Mais, et avec, effectivement, ouais, t'as la chronologie des médias qui fait que ce soit dans le cinéma ou dans l'univers des séries, j'ai appris ça à la fac, je vous passerai les détails, mais c'est long et important pour une part du cinéma, chiant plus pour le spectateur, mais on se tape beaucoup de rediffusions. À l'époque, des années 90-2000, quelles étaient les séries qui passaient l'après-midi? Est-ce que vous pourriez me citer des séries inédites qu'on pouvait retrouver l'après-midi? Bah, il y avait Highlander, par exemple. Avec quelqu'un qui a joué dans Charmed, d'ailleurs, dont j'ai loupé le nom, mais vous le retrouverez très rapidement. Il y avait Xena la guerrière. Il y avait... Je crois même qu'il y avait Hercule. Il y avait... Sidney Fox l'aventurière. Il y avait tout un tas de séries comme ça. Adrian Paul, voilà, merci, qui a joué dans Charmed, notamment, qui jouait un momificateur. Il y avait toutes ces séries. Il y avait Walker, Texas Ranger. Alors, Walker, Texas Ranger, je vais regarder la date. Walker, Texas Ranger. Avec l'accent. 93-2001. Ah putain, moi je voyais ça plus vieux. Parce que Walker, Texas Ranger, tu regardais ça dans les années 90, tu te disais déjà ça fait vieux. ça a vieilli tellement vite, Walker, Texas Ranger, avec Hulk Hogan et tout. Ah, ça c'était... faut vraiment aimer Chuck Norris. Mais bon, ça c'était le bon goût de l'Amérique, bien texan, tu vois, bien cowboy. Où t'étais, allez vas-y, on va résoudre des enquêtes avec moi, les points c'est surtout dans la gueule, j'en ai rien à foutre. Mais ça faisait partie du charme des années 90, parce qu'aujourd'hui tu n'as plus ce genre de série-là. T'as plus ce genre de... Il y avait K2000 aussi, ouais, non mais il y en avait beaucoup, Beverly Hills, mais alors, après ça je sais pas, moi je notifiais vraiment, j'avais vraiment comment dire, les séries des années 90-2000, l'après-midi pour moi c'était souvent estampillé aventure. T'avais la série aussi, ah si, il y avait, ah, j'adore, attendez, je vais vous mettre le générique, je sais pas si ça sera coupé au montage. Attendez, je regardais tout le temps. Mais alors, s'il y a des gens qui ont regardé ça, c'est génial. Hop. C'est le générique le plus long du monde. Je regardais ça tout le temps. Ça a commencé en 99, ça s'est arrêté en 2002. On est pile dedans. On a un peu divagué sur la fin, mais je trouvais ça vachement bien. Alors là pour le coup ça a vieilli parce que c'était fait avec un budget à la truelle, tu vois bien que c'était n'importe quoi, mais franchement c'était super drôle à regarder. On va voir s'il y en a qui reconnaissent, déjà ne serait-ce qu'ils reconnaissent. Après on partira sur, parce que je vois beaucoup de Oz, après on partira sur les séries en avance sur leur temps. J'ai prévu toute une section sur voilà, les séries qui étaient largement en avance sur le temps. Parce que t'as des séries comme ça, The Wire, Oz, de Les Sopranos. Tu regardes fin des années 90, début des années 2000 et t'as l'impression de voir des séries d'aujourd'hui. Là, on est encore sur l'aspect nostalgique. On va voir, ça dure 1 minute 45, je mettrai peut-être pas tout. C'est limite blind test, mais s'il y en a qui ont regardé et qui sont capables de me dire la chaîne, je veux juste que vous soyez capables de me dire sur quelle chaîne ça passait. Alors là, c'est caviar. Là, c'est caviar. Au début du XXe siècle, un groupe d'aventuriers monte une expédition afin de prouver l'impossible. L'existence d'un monde préhistorique. Le visionnaire. Le chasseur. Le chasseur. Le scientifique. Et le reporter. C'est trop bien, ça. Tous les 5 sont à la poursuite du rêve de leur vie. Perdus au milieu d'une terre sauvage, ils doivent affronter une nature indomptée. Alors, est-ce qu'il y en a qui voient ce que c'est ou pas? Ils luttent pour échapper à un univers étrange, à des civilisations inconnues. C'est pas Nick Cutter. Et c'est pas passé sur et à M6. des créatures terrifiantes.
Ah non, c'est vachement cheapo ça, mais c'était grave drôle. Ils doivent survivre et braver tous les dangers. Mais vont-ils réussir à quitter c'est toujours le générique, le ça. monde perdu? J'adore ça. Et ça, c'était... Alors, il y en a quelques-uns qu'on trouvait. Hein. Le monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle. Il y a personne... Alors, ça, c'était vraiment... Moi, j'ai connu ça sur Direct 8. Alors, je sais... Ça, tout le monde me dit M6, donc a priori, ça a dû passer sur M6. Moi, j'ai connu ça sur D8 à l'époque. C'était Direct 8. C'était même pas D8, c'était Direct 8 à l'époque. J'ai regardé ça quand j'étais gosse. C'était mon plaisir de l'après-midi. Mais vraiment, hein, c'était cheapos à mourir. Ça reprenait le livre de Sir Arthur Conan Doyle, Le Monde Perdu. Mais c'était assez couillu en vrai. C'était assez couillu. Et ça passait l'après-midi sur Direct 8. De la même manière qu'il y en avait qui regardaient Sydney Fox, l'aventurière. Physiquement très intelligente d'ailleurs, Sydney Fox. Moi, j'aime beaucoup le style. Il y avait des... Alors après, t'avais tout ce qui était dessin animé aussi, parce que les séries des années 90-2000, là, je reste sur les séries normales, mais globalement, on les a toutes connues. Godzilla, Yu-Gi-Oh!, Evolution, Extreme Ghostbusters, Jumanji, Oggy et les cafards, tous ces trucs-là sur la 3, on les a tous connus. Il y avait même une série où... alors, putain, alors si ça, vous réussissez à me le retrouver, il y avait l'époque KD2A. Il y avait l'époque... typiquement 90-2000, ça. Typiquement la génération des gens qui, dans 1 ou 2 ans comme moi, auront 30 ans. Ce qui n'est pas sans nous vieillir. Mais ouais, l'époque KD2A, qui a traversé un peu le temps, hein, mais avec la série de Shia LaBeouf, notamment... comment ça s'appelait La guerre des Stevens, par exemple, ne serait-ce que la guerre des Stevens. Mais oui, t'avais KD2A, t'avais les Minicums, ouais, t'avais les Minicums, t'avais quand même cette époque, et moi, ça me manque, cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, moi, excusez-moi, hein, mais j'avais l'impression qu'on laissait beaucoup de choix aux gens. Il y avait beaucoup de choix pour ceux qui... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez me dire, bah oui, mais non, mais t'es con ou quoi? T'as YouTube, t'as truc, t'as machin, t'as le choix partout. Mais aujourd'hui, je trouve que ça manque de charme. C'est con, hein, mais je trouve qu'aujourd'hui, la télévision, je parle pas de l'univers des séries, les meilleures séries sont des séries qui datent, notamment Breaking Bad, etc. Bon, bah voilà, ça s'est passé sur Arte, mais les séries évoluent vers le positif, je trouve, globalement, puisque en avançant dans le temps, dans les technologies, dans le budget, etc., on se permet de plus en plus de choses. Mais je trouve que la télévision, la télé manque de charme. Je serais gamin aujourd'hui, je ne regarderais plus la télé. Et ça me fait chier de me dire qu'aujourd'hui, les gamins de maintenant ne vivent plus avec la télévision. Ce que je trouve dommage. Dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses qui passaient à cette époque-là et où moi je me régalais. Je veux dire, le KD2A, quand tu reviens des cours, j'ai appelé sur Virgin 17, j'avais même Degrassi, Nouvelle Génération. C'était le boom des séries. On est aussi en plein boom de séries. Moi, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être là que les séries ont commencé à vraiment prendre en popularité. Mais je trouve que même si maintenant, grâce à Internet, les réseaux, les sites de streaming, on a tout à portée de main. Évidemment, c'est une plus-value totale. Moi, je trouve que même si on a plus accès à certaines choses et c'est plus intéressant, ça manque de charme, ça manque de cette nostalgie. Ça manque de cette envie qu'on avait à l'époque de retrouver nos séries semaine après semaine. Ça manque de cette envie. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis gamin. Je pense que les 3/4 des gamins, aujourd'hui, quand ils rentrent de cours, ils vont sur leur console, ils vont sur Internet, ils vont regarder leurs trucs, ils vont regarder leurs vidéos, leurs trucs, le machin, et ils ne prennent plus le temps de se poser et de se dire il est 16h et voilà, et je vais rentrer, je vais taper un sprint pour aller chez moi pour voir mes épisodes préférés de séries machin. Il y avait pas comment dire, il y avait pas ce charme. Et je suis pas d'accord avec toi, Keps29, pour le coup. Je pense qu'à l'époque on avait du choix, même dès les années 90-2000, entre la trilogie du samedi, comme j'ai dit, hein, mais la trilogie du samedi, les séries qui passaient le jeudi, le vendredi, il y avait beaucoup plus de séries à l'époque qui passaient en prime time. Les séries du samedi où il fallait faire un choix forcément entre M6 et TF1,
le jeudi, quand tu pouvais aller regarder Prison Break, le vendredi t'avais ton Stargate, le samedi t'avais ta trilogie du samedi, ou alors effectivement Lost, Heroes, des séries qui sont passées comme ça. Le matin t'avais l'embarras du choix, KD2A qui était là assez régulièrement, le mercredi matin, le mercredi après-midi, tu savais que t'avais ton rendez-vous, toutes les séries qui pouvaient passer, parce que maintenant on est dans bon, c'est de la faute de la télé aussi, mais maintenant effectivement c'est mieux de passer les Marseillais, les Ch'tis, toutes ces merdes, il y en a un dîner presque parfait, toutes ces conneries. Mais avant tout ça, eh ben, t'avais Charmed, t'avais Smallville, t'avais quand même moyen de, je pense, et là c'est la faute effectivement à l'univers de la télévision, c'est en aucun cas la faute des séries télé, mais t'avais sa cartoon aussi sur Canal+, le mercredi, non, le dimanche soir, ça je pense que mon père est devant le live, parce qu'en général il en loupe pas, et il sait déjà de quoi je vais parler. Le dimanche soir, Lucky Luke et tous ces trucs qui passaient sur France 3, Zorro, et ensuite, alors moi Zorro j'étais pas fan, mais tous les dessins animés, les Lucky Luke, les trucs, les machins, pour moi c'était terrible, parce que je savais qu'à la fin de l'épisode, c'était en mode, bon bah merde, faut aller se coucher, fait chier, la semaine démarre, nique sa mère, ça me casse les couilles. Mais juste avant, t'avais quand même ton dimanche soir avec, ouais, t'avais sa cartoon, et puis ensuite tu bifurquais sur France 3, puis t'avais tes émissions comme ça, t'avais du choix. On te mettait pas tout dans le bec, t'avais du choix, fallait que tu sélectionnes, que tu fasses du tri, et moi je trouve que ça avait du charme, t'avais le charme du rendez-vous, t'avais le charme de l'appel du truc où tu te dis voilà, et maintenant le problème c'est que la télévision d'aujourd'hui c'est de la merde, on va pas se mentir, hein. La télévision aujourd'hui dans l'instant T c'est de la merde, voilà, c'est des dérivés de touche pas à mon poste, à tire larigot, des émissions de télé-réalité à plus savoir quoi en faire, à tel point qu'aujourd'hui Kaamelott a du mal à passer en prime time, parce que bah ouais à 18h il faut mettre la 14e saison des Ch'tis pour savoir si enfin ils ont réussi à lasser un lacet. Je ne demande pas de lasser leur lacet, je demande si déjà ils arrivent à faire une boucle avec un, c'est déjà tout ce qu'on peut leur demander à cet ocard. Donc forcément, maintenant, dans l'époque dans laquelle on vit, on a supprimé toutes ces choses intéressantes pour mettre de la merde. Mais à l'époque, je trouve que tu pouvais vraiment essayer de t'élever un minimum. Je dis pas que toutes les séries étaient géniales, je dis pas que tu vas t'élever en regardant Smallville ou Charmed. Quand bien même, moi, je me suis beaucoup retrouvé dans le personnage de Cole Turner, et puis il y avait quand même quelque chose d'intéressant. Je vois beaucoup de... Voilà, il y avait Windows Stress. Moi, Windows Stress, quand j'étais gamin, bah ouais, Monica Cruz. Je regardais Monica Cruz. Mon seul degré analytique, c'était de vous parler de Monica Cruz. Et d'Adé. Là, alors, quand j'étais jeune, c'était Monica Cruz. Avec l'âge, Adela Ramos, je crois que s'il y en a une, maintenant, ce serait Adela... Je commence de plus en plus à comprendre Pedro Salvador, mais je pense que maintenant, je bifurque peut-être un peu plus vers Adela, parce que c'est de la femme, quoi. Mais tu t'élèves pas avec des séries comme ça, tu regardes parce que voilà, bon, c'est tes petits trucs de l'époque. Mais je veux dire, il y a quand même des séries, t'avais envie de te cultiver un petit peu sur ce que faisait Stargate, avec notamment les mythologies, etc. Bon, il y avait quand même un côté... très... si t'as envie de t'élever, si t'as envie d'aller voir des séries, de piocher dans des séries d'aventures, de t'instruire, de te divertir, mais intelligemment, bah tu pouvais largement plus le faire à cette époque que maintenant, où tout est capillotracté, structuré, pourri, structuré simplement, ah bah tiens, on va te mettre les anges. Et les séries des années 90, pour moi, représentent aussi la belle époque de la télévision. C'est con à dire, pour moi, c'est nostalgique, mais ça représente la belle époque de la télé. Charmed, un épisode sur 2, c'était pertinent pour ce que j'en ai vu. Il y a eu de très bonnes choses dans Charmed. Après, je suis pas convaincu. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, quand j'ai tendance à regarder une série, j'essaie de voir quelque chose derrière. J'essaie de voir le propos de l'auteur. Qu'est-ce que tu veux me dire au fond? Qu'est-ce que tu me racontes? Quelle est l'interprétation que je peux en faire? Breaking Bad, Mr. Robot, Sons of... Tu connais Sons of Inglorious. Viking. Tu vois, il y a des choses où tu te dis... Il y a plein de degrés de lecture différents. Charmed, moins. Smallville, moins. Faut bien le reconnaître. Maintenant, il y a quand même, par moment, des épisodes, effectivement, où dans Charmed, notamment par le personnage de Cole Turner, il y avait quand même cette sensation de te dire, il y a un second degré de lecture qui est vachement intéressant. Quand tu regardes Buffy, il y avait quand même, pour le peu que j'en ai vu, c'était loin d'être une série con, hein. Buffy, c'est une série qui a été vachement... Moi, j'adorais Angel. Je trouvais l'univers obscur d'Angel, je le trouvais génial. J'ai eu un don, je vais aller le voir tout de suite. Et c'est le Félix. Comment vas-tu, Félix? Salut, top 3 des séries de la décennie 90-2000 jusqu'à 2010. Alors, jusqu'à 2010, bah Buffy.
Donc, comme quoi on en parlait. Lost et Prison Break. Ouais, non, mais je confirme. Top 3 séries de la décennie 2000-2010 et plus Breaking Bad, Sons of. Bah, voilà pourquoi Félix, c'est un bon gars. C'est exactement pour ça que Félix est infidèle et qu'il est toujours le bienvenu. Alors, il y a que du caviar là. Lost, c'est ma série préférée, je vais pas te dire l'inverse. Breaking Bad, Sons of, Mr. Robot, pour moi, c'est dans les 3 des 5 meilleures séries de tous les temps. Ah, peut-être pas Sons of, mais Sons of top 10. Mais Mr. Robot, Breaking Bad, oui. Puis après, Prison Break, bon, ça reste très lourd. Et puis Buffy, c'est fondateur, quoi. Non pas Léo. Léo, les fondateurs, t'as compris. Excellent. Faut pas toujours adresser des messages ou de la morale à la mort moelleux dans les séries. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais Breaking Bad, quand tu regardes, il n'y a pas une morale derrière, tu vois ce que je veux dire? T'as pas une morale, c'est pas une série moralisatrice. C'est deux choses différentes. Mais Breaking Bad, tu réfléchis en regardant. Enfin, moi, j'ai eu l'impression, je sais pas s'il y a des gens, des fans de Breaking Bad dans le chat, mais dites-le moi, mais quand je regarde Breaking Bad, j'ai quand même l'impression de me cultiver. Je me dis, j'apprends la mise en scène. Je vois de plus en plus l'acting que ça essaie de me proposer. Le scénariste, il t'emmène dans des pistes tout à fait fascinantes. Enfin, t'es avec eux, t'es pris en haleine. Quand je regarde Sons of, je me cultive aussi dans ma propre condition humaine vis-à-vis de toute cette bande que tu vas finir par avoir auprès de toi. Je veux dire, tous les fans de Sons of te le diront, on faisait partie de Sam Crow à la fin. Mais même dès le début, je veux dire, c'est tellement rapide que quand tu regardes Sam Crow, tu deviens un membre de la famille. Moi, c'est des choses comme ça que je recherche. Ça m'apporte énormément. Les séries des années 90-2000 apportaient moins. Mais ça faisait partie de leur charme. Par exemple, quel est... tiens, on va voir si vous réussissez à trouver. C'est ça, j'en parle souvent. Je vais lire le don pendant ce temps-là. Game of Thrones, oui, pareil, pour le côté, tout ce qui est Heroic Fantasy, ambiance un peu semi-médiéval, enfin semi-médiéval et médiéval plus Heroic Fantasy, mais oui, pareil, c'est vachement bien. Mais je voulais voir si vous arrivez à trouver, voir qui va trouver de quoi je vais en venir. Quel était, quand on parle de Charmed, de Smallville, de tout ce style de série-là, Nick Cutter, X-Files, voilà, toutes ces séries-là, puis même après, même les Profilers, quel était le point commun entre toutes ces séries? Ou même Stargate le faisait aussi, hein, Stargate effectivement, dans leur narration, je parle vraiment dans leur narration, dans la manière dont les épisodes sont faits. Quel était le point commun entre toutes ces séries? On va voir s'il y en a qui réussissent à trouver. Le flic de Shanghai, ah, t'avais le flic de Shanghai aussi, non mais il y en avait plein. Il y en avait plein. Merci beaucoup Félix pour le don. Glee sur W9 le mercredi après-midi, Chuck Norris sur TF1, ah, forcément. Avec le poulet du dimanche, Yu-Gi-Oh! Le matin avant d'aller à l'école. Non mais voilà, c'était des rendez-vous. Mais c'était des rendez-vous où t'avais le choix et t'avais quand même cette opportunité, je pense aussi, d'être un enfant de la... J'ai pas envie de citer Arthur, mais d'être un enfant de la télé. Je pense que des gens pour ma génération à moi, on est des enfants de la télé. Et maintenant, on aura, et c'est pas péjoratif, je trouve que ça a moins de charme. Mais d'un autre côté, tout est tellement plus rapide que... tant mieux pour nous et tant mieux pour les jeunes. Nous, on est des enfants de la télé. Les gens, plus tard, seront des enfants du streaming. Et là, les générations qui ont 10 ans aujourd'hui, peut-être même celles qui ont 15-16 ans aujourd'hui, sont de la génération du streaming. Elles seront des générations Netflix. Et beaucoup de gens ont trouvé. C'était que chaque épisode a une nouvelle intrigue lors de chaque. Un épisode, une histoire. Et je trouve ça top. Je trouvais ça, c'est l'essence même de la série des années 90. 2000, début des années 2000. C'est les formats épisodiques un peu à la Mandalorian, et c'est pour ça que j'ai adoré Mandalorian, parce que globalement, Mandalorian le fait à la perfection, plus dans la saison 1, mais même un peu dans la saison 2. Voilà, c'était format épisodique, t'as un fil rouge, on peut prendre l'exemple de Charmed par exemple. Allez, t'as un fil rouge, faut tuer la source, faut tuer la triade, et Cole il veut choper machin, mais en fait non. Mais chaque épisode avait son démon, son truc, son machin, et t'avais un fil rouge autour, sur lesquels certaines séries pouvaient graviter, mais en format épisodique. Pareil pour Stargate, par exemple. Je veux dire, Stargate, globalement, fallait fallait aller contre les Goa'uld, ou contre les Wraiths, ou les Ori, etc. Mais au fur et à mesure, tu avais toute cette catégorie-là d'épisodes filaires, hein, comme on les appelle, qui, moi, me plaisaient beaucoup. Et ça, c'est, pour moi, la marque. C'est vraiment la marque des séries des années 90.
J'ai 14 piges et mon enfance, ça a été beaucoup la télé. Après, maintenant, du coup, forcément, je me tourne vers le streaming parce que je trouve plus ce qui m'intéresse. Bah, c'est normal et c'est même pas de ta faute. Et c'est dommage. Mais quand je dis que les enfants du streaming aujourd'hui, c'est dommage, c'est même pas de... Voilà, t'as 14 ans, toi, donc t'es un bon exemple. Mais même, globalement, 15, 16, 17, voilà. Honnêtement, c'est la télévision qui vous a fait devenir des enfants du streaming. Puisque si à la télé, on diffuse rien, bah, ça risque pas de... Voilà, ça risque pas de changer. Comment se fait-il? Alors, il peut y avoir chronologie des médias, il peut y avoir peut-être budget, il peut y avoir aussi grille, ou il peut y avoir simplement le fait... Je comprendrais jamais... Alors, pour certaines séries, je comprendrais jamais comment ça a pu ne pas se faire. Mais peut-être les gens qui ne croyaient pas en certains projets. Je ne comprendrais pas comment c'est possible que Walking Dead, par exemple, ait eu une première diffusion en France sur NT1 à 23h, alors que nous, on en était à la saison 5 ou 6, quoi. Ça, c'est... Voilà, je me dis, avec l'avènement de la TNT, on aurait dû avoir encore plus de choix. Et on en a eu, mais pas longtemps. Parce que la TNT, c'est rapidement devenu Les Anges, Les Marseillais, le retour d'Evelyne Delia et toutes ces conneries là sur C'est mon choix, etc., etc., etc. Et c'est devenu un faire-valoir où, pour la seule qui essaye de faire les choses quand même, c'est TF1 avec TFX et TF1 série film. Mais alors, c'est Grey's Anatomy, Grey's Anatomy, Grey's Anatomy, Grey's Anatomy, Grey's Anatomy, Grey's Anatomy, de temps en temps Friends, Grey's Anatomy, Grey's Anatomy. T'as l'impression qu'ils ont que Grey's Anatomy. Leur grille, c'est Grey's Anatomy. Il y a que Grey's Anatomy. Et tu retrouves beaucoup de rediff. Et alors ça, ce serait intéressant. J'ai pas envie de dire que c'est de la faute des chaînes, parce que je sais pas si ça coûte plus cher aujourd'hui d'avoir l'access pour une série, ou si c'est injouable de diffuser peut-être aujourd'hui, je sais pas moi, mais... bah prends Breaking Bad, pourtant Arte l'a eu, tu vois, mais je veux dire, Game of Thrones, je sais pas pourquoi Game of Thrones, par exemple, qui est sur HBO, pourquoi il n'y a pas une chaîne française qui a pu l'avoir. Evelyne... Ah non, Evelyne Delia, c'est la météo, la pauvre qui s'en prend plein la gueule pour pas, pour pas un rond. Bon, ça reste une Evelyne. Evelyne Delia, non, on t'embrasse, hein, j'ai rien contre toi. Non, c'est Evelyne Thomas, avec c'est con comme un manche. Mais voilà, il faudrait trouver les raisons, les explications. Est-ce qu'ils y croient plus, ou est-ce que c'est une chronologie, ou budgétaire, ou quoi? Mais c'est vrai que aujourd'hui, là, actuellement, tu tombes que sur des rediffs. La rediff, alors, la rediff, la rediff de la rediff de la rediff absolue. Moi, j'en ai 4, j'en ai 5, j'en ai 6. J'en ai 6, allez, j'en ai 6. Où t'es sûr que ça passe tout le temps. On déconne pas avec ça. Non, mais je l'embrasse, Evelyne Delia. Hein. J'ai rien. Evelyne, si tu me regardes, je sais que tu me regardes. En plus, t'es fan des dom-toms comme moi. Grey's Anatomy, rediffusée à tort et à travers. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce que j'appelle la trilogie gagnante, c'est-à-dire la trilogie que t'es sûr de voir chaque année. Friends, Ma famille d'abord, Malcolm. Alors ça, c'est sûr et certain. Urgence. Peu importe où. Peu importe où, Urgence, t'es sûr que tu vas le voir. Sur France 2, sur France 4, sur France O, sur TFX, partout. Partout, 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 partout. Urgence. Mais alors qu'Urgence, on n'en a pas parlé jusque maintenant. Mais va me citer une série phénomène issue des années 90-2000, c'est typiquement Urgence. Si on doit citer 5 séries cultes des années 90-2000, c'est impossible de ne pas mettre Urgence dedans. Parce que Urgence avait ce... Je pense qu'Urgence était un bon ménage de tout ce dont on a parlé jusque maintenant. T'avais cette nostalgie de retrouver des acteurs qui étaient des acteurs quand même phares et qui sont devenus des acteurs phares et iconiques d'aujourd'hui. Tu avais ce format épisodique filaire, un épisode avait ses propres histoires, ses propres malades, mais en même temps était capable d'avoir une espèce de boucle structurée avec une narration qui correspondait au personnage et puis une narration qui continuait dans le temps. T'avais quand même quelques scènes fortes. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Urgence, c'est cette capacité de partir de ce forme-là, qui a été un raz-de-marée tout de suite. Hein. Je vous dis, je vais vous reciter, parce que j'ai peur de dire des conneries, mais je suis quasiment sûr qu'Urgence, ça tapait 30 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Je vais vous redire ça, mais je crois que les épisodes les plus forts en termes d'audience d'Urgence, c'était aux alentours de entre 30 à 40 millions de téléspectateurs. On n'a aucune idée aujourd'hui de ce que c'était, mais voilà, on en est là. Audience en millions, la plus grosse, c'était la saison 3. En moyenne, 30 millions de téléspectateurs. 30 millions. C'est
insane. Et ça a perdu sur la durée, parce que ça a fait 19, 21, 30, 30, 25, 24. On est déjà à la saison 6. Ça fait 6 ans que ça dure. Il y a quand même, les gens sont toujours au rendez-vous. 22, 22, 20. On est en saison 9. Encore 20 millions. 10, 19, 15, 12, 11, 9, 10. Ça prend même le luxe de remonter sur la saison 15. Mais saison 15, t'es en 2009. Ça fait encore 10 millions de téléspectateurs. Aux États-Unis, bah de toute façon en France. Alors, en France, si un jour t'as une série qui fait 30 millions de téléspectateurs, ça veut dire que globalement t'as une personne sur 2 qui est devant. On se posera vraiment des questions, parce que même la finale de la Coupe du Monde, je crois que ça fait pas ça. Hein. Mais si un jour on a vraiment un truc qui fait 30 millions de téléspectateurs, je suis sûr que ça a déjà dû arriver sur des machins de présidentiel ou quoi, mais jamais sur une série télé. Déjà sur une série, nous à l'époque, enfin moi à l'époque où je regardais des séries au début des années 2000, quand Lost faisait 8 millions, c'était alors la champagne. Hein. Lost à l'époque de 8 millions de téléspectateurs en prime sur TF1, c'était extraordinaire. Mais là, t'arrivais sur 30 millions. Enfin, je veux dire, 30 millions sur la saison 3. Je sais même pas c'est quoi leur pic d'audience absolu. Mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. Enfin, il y a du... Voilà, là, il y a 31 millions. Là, il y a du 33 millions. Enfin, c'est insane. 35 millions, l'épisode 11. 35 millions. Enfin, tu te dis, 35 millions de téléspectateurs en prime. En prime. On en parle là vraiment. C'est aussi des gens qui sont assis devant leur siège. Et qui regardent ça, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et ce qui est marrant, c'est que Urgence représente pour moi toute cette nostalgie et toute cette gloire des séries des années 90-2000, parce que ça a réussi à faire ça, à fédérer, à donner envie aux gens, avec des épisodes filaires suivis de trauma quand même vachement important par rapport aux personnages. Et par la suite, plus tu es arrivé au fur et à mesure, plus on a vu que ça prenait cette esthétique comment dire, ça prenait cette esthétique de série moderne. Quand Kovacs part en Afrique avec Carter, là on est beaucoup plus sur une série qui date, on sent qu'on est en 2005, 2006, et vers la fin, le côté épisodique a été beaucoup plus absent, et on est beaucoup plus parti sur quelque chose de différent et de propre aux séries d'aujourd'hui. Et moi, j'adore Urgence parce que c'était quelque chose qui était de l'ordre de la 15 saisons. J'espère qu'il n'y aura pas de reboot. On l'a déjà, ça s'appelle Grey's Anatomy, c'est moins bien. Lol. Mais ça a épousé son temps et ça a épousé tous les temps, en fait, qu'on a été capable d'avoir. Et c'est beau. C'est con, mais c'est beau. Merci beaucoup, Félix, pour le don. Félix, ce soir, qui est chaud. Moi, j'ai 22 ans, je me considère comme un enfant de la télé. Ouais, 22 ans, tu peux encore. Le streaming, je dis pas qu'il y a de mauvaises choses, mais c'est comme si on t'engraisse. Alors moi, dit-il en buvant une gorgée de Coca Cherry dans un mug à l'effigie d'un dinosaure du Muséum d'Histoire Naturelle de Los Angeles. Je dis pas que le streaming est une mauvaise chose. Au contraire, t'as accès à beaucoup plus de choses, beaucoup plus rapidement. Tu peux aussi piocher, c'est aussi à toi de voir ce que t'as envie de regarder, etc. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis que maintenant, on a perdu le charme de l'attente. Putain, c'est beau. Excusez-moi, j'étais pas prêt à dire ça maintenant, là. Cette phrase était... Il faut que je reboive une gorgée, putain. Oh la vache, celle-là, vous aurez le droit de... Celle-là, vous pouvez la noter demain si vous êtes... Ah bah non, on est en vacances. S'il y a des étudiants, si vous voulez la redire, c'est 1 € les royalties, mais putain. J'en ai la larmiche. Et merci beaucoup, Captain Crochet, comment vas-tu? Merci beaucoup pour le don. À l'époque, quand on était à la page, on regardait les séries sur Canal Jimmy. Ah non, mais alors ça, c'est encore plus... Alors, t'as Canal Jimmy, t'as Nickelodeon aussi. Ah, t'avais quoi à cette époque-là? Canal Jimmy, Comédie, Nickelodeon, la belle époque de ces trucs-là. Ouais, forcément. Moi, quand j'étais chez mes grands-parents à Sedan, à l'époque où Sedan était bon en foot, c'est vous dire à quel point c'était il y a un moment. Ils avaient le câble. Moi, je l'avais pas, mais ils avaient le câble. Je crois même pas que la TNT était sortie. Et à cette époque-là, t'avais beaucoup de séries comme ça. Et moi, j'en rattrapais énormément par ce prisme-là. Donc, je connais plus que jamais... Faudrait que tu me dises de quelle génération t'es. Parce que moi, j'ai 28 ans. Donc, faudrait que tu me dises de quelle génération t'es à peu près. Parce que je sais que tu connais bien, très bien Mathieu Blôme, qui doit pas être beaucoup plus vieux que moi. Donc honnêtement, à mon avis, ça doit être plus ou moins le même délire. Valou, ce poète. Ah non, mais je suis ému. Je suis ému. Puis alors, il y avait même avant, mais je veux dire, même avant, tous les trucs avec Temps X. C'était quand... ça, c'était peut-être encore avant. Hein.
Ah ouais, c'était en 79. Mais moi, je me souvenais de Temps X, parce que je sais que mon père regardait, me semble-t-il. Mais mon père, lui, il pouvait. Parce que mon père, du coup, avait 17 ans pour la première de Temps X. À l'époque où les frères Bogdanov ressemblaient à des êtres humains. Et ils étaient presque... ils étaient beaux gosses à l'époque, en plus. C'est ça qui est terrible. No homo, ils étaient beaux gosses hein, à l'époque des années 70, les Bogdanov. Pourquoi à quel moment ça a merdé, j'ai pas compris. Mais c'était des années 79 aux années 87. Bon bah t'avais déjà Temps X à l'époque, et puis il y avait quand même pas mal de séries qui sont sorties de cette même acabit par la suite, et ça a apporté toutes ces significations. Ça avait un côté, comment te dire, mais c'est con, mais tu vois, même en prenant l'exemple des frères Bogdanov, aujourd'hui les frères Bogdanov globalement ils font quoi? Ouais, ils écrivent toujours des bouquins qui sont intéressants. Mais ils sont trop allés chez Hanouna. Ils sont tellement allés chez Hanouna, on les a tellement pris pour des mecs qui ont des mentons de 16 mètres, ou des gars qui sont complètement chez père, machin, que c'est con, mais la génération actuelle et l'idéologie aujourd'hui de la télé moyenne, ça en a fait des branles, quoi. Quand tu regardes la télé moyenne aujourd'hui, les Bogdanov, tu penses plus qu'à la musique d'Hanouna. Mais t'oublies qu'à l'époque de Temps X, c'était des génies, et puis globalement, les mecs, c'est toujours des génies, hein. Sur tout ce qui va être la science, le développement des astres. Enfin, moi, j'y connais rien, mais globalement, bon, je me doute qu'eux, en aérospatial, etc., ils doivent s'y connaître de ouf. La théorie du Big Bang, etc. Mais à cette époque-là, c'était quand même des gars, tu vois. Et regarde aujourd'hui ce qu'on en a fait. C'est aussi pour montrer un peu la déchéance, parce que les grandes séries des années 90-2000, c'était des séries télé. Et forcément, la déchéance de la télé a fait que... Ah bah voilà, aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est moins percutant. Alors, tu me diras, bon, globalement, c'est pas que de la faute de la télévision non plus. Mais voilà, je trouve ça dommage parce que on a tendance à oublier le charme que pouvait avoir cette époque-là. Je trouve, en tout cas. Merci beaucoup, Fanfenbach du Minnesota. J'aime le Minnesota. Je rêvais d'être Terminator, de sortir avec Donna de Beverly Hills, de faire des cascades avec le cabriolet de Nash Bridges à Nash. Je me rinçais l'œil en regardant les dessous de Palm Beach. Nostalgie, bah ouais. Ouais, non, mais moi, je vais te dire, je rêvais d'être Cole Turner, de sortir avec Alyssa Milano de Charmed, ou même... mon crush de l'époque, c'était quand même Monica Cruz. Hein. De faire des cascades, moi j'aurais bien aimé à l'époque faire des cascades dans le vaisseau de Joe Flanagan, dans Stargate Atlantis, et je me rinçais l'œil en regardant Windows Stress, moi de mon côté. C'est vrai que là pour le coup on était lotis. Mais je peux faire exactement la même phrase, parce que c'était l'époque assez nostalgique et innovante d'une période que j'aimais beaucoup. Merci beaucoup Johan pour le don. Proportionnellement par rapport à la population du pays, les 6 millions de Hélène et les garçons, ça valait les 30 millions d'urgence aux USA. Oui, c'est sûr. Et puis même globalement, je veux dire, Lost, quand tu regardes, ça faisait 8 millions et demi de téléspectateurs, c'était hallucinant. Mais je comparais par rapport aux résultats d'aujourd'hui. Quelque chose comme Walking Dead, par exemple, qui est une chaîne du câble, ça rend la chose encore plus impressionnante. Mais Walking Dead, quand ça fait 17 millions d'audience, aujourd'hui, là, c'était en 2016 ou 2017, c'était stratosphérique. C'était stratosphérique. Et forcément, il y a plus de choix, donc il y a moins de téléspectateurs sur telle chose. C'est aussi quelque chose qu'il faut remettre dans son contexte. Urgence, 30 millions, mais le choix était nettement réduit dans les années 90. Là, tu fais 17 millions avec le choix que tu as. Walking Dead à l'époque faisait peut-être 40 millions dans ce cas-là. Mais c'est les mêmes statistiques. C'est-à-dire qu'Urgence, c'était... ça paraît quand même dingue. C'est des chiffres qui sont fous, mais même déjà 17 millions de téléspectateurs, ça semblait dingue à l'époque. Mais quand je vois Urgence qui te fait 35 millions, je sais pas si on arrive à se rendre compte que aux États-Unis, ça veut dire que la moitié de la population française était devant l'épisode. Et ça prouve quand même quelque chose sur l'aura de l'attente, sur le charme de ces années-là, quoi. Parce que tu te dis, waouh, t'as 35 millions. Moi, c'est un chiffre qui me semble considérable. Merci beaucoup Alex pour le don, génération 99, j'aurais connu Oggy et les cafards, Marc Dupont-Avis je crois, qui a fait beaucoup de bonnes choses lui, les zinzins de l'espace, etc. Code Lyoko, Yu-Gi-Oh, JX et Pokémon, et ça c'est beau, ça, Pokémon, putain, même les premières saisons de Pokémon. T'es un ancien si t'as connu la première saison de Pokémon, ou... peut-on se risquer à le dire, t'es un ancien... Si t'as connu Sacha essayer d'attraper un roucoule avec un chenipan, voilà, je l'ai dit. Voilà, mais oui, mais parce qu'à un moment donné... il faut le dire, c'était aussi les années 90-2000,
C'est beaucoup moins le cas maintenant, on va pas se mentir, mais aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins le cas. On va pas dire parce que t'as la patte patrouille que globalement, les dessins animés, ça a encore de l'aura. Aujourd'hui, quand on parle de l'aura des dessins animés, même on va encore te parler des Totally Spies. Tu vois, on va te citer des trucs où globalement, ça transpire les années 90-2000. Aujourd'hui, des dessins animés cultes de l'époque 2010-2020, il y en a nettement moins. Pour les enfants, par rapport à ce que nous, on avait sur les époques matinales, etc. Et on avait les Yu-Gi-Oh! Et tout ça, putain, c'était quand même fort, quoi. Alors ça paraît débile, on avait Death Note, tout est Dragon Ball, là, pour tous ceux qui regardent Dragon Ball, mais Dragon Ball, moi j'ai horreur de ça. Mais tous ceux qui regardent ces séries, désolé Inglorious d'ailleurs, parce que j'ai vu que Dragon Ball, toi t'étais fan, moi je déteste les animés de base, or Death Note et probablement l'Attaque des Titans, ça risque de me plaire. Mais on avait toutes ces choses-là, et c'est dommage, quoi. C'est dommage de plus les avoir maintenant. Ali McBeal, j'ai pas regardé Ali McBeal, mais pareil, ça c'est typiquement les années 90, mais il y avait même 2000, peut-être même plus 2000, il y avait toutes les séries qui ont suivi Notre Belle Famille. Alors t'avais Notre Belle Famille, puis t'avais toutes les autres par la suite, il y avait Nounou d'Enfer, il y avait celle avec Kylie Cuoco et Cathy Segal. Merci beaucoup Thomas pour le don, ça te parle, la série britannique Nick Cutter? Ah bah c'est génial, ouais bien sûr, il y a les Portes du Temps qui passaient sur je crois que c'était sur Energy 12, enfin je suis sûr que c'était sur Energy 12. Apparemment, c'est passé sur M6 avant. Mais moi, je m'en souviens, c'était sur Energy 12. Mais ouais, Nick Cutter. Mais dites-moi, c'était comment cette série? Il y avait Cathy Sackal. Il y avait Touche pas à mes filles. Voilà, putain, ils sont trop forts. Ils sont trop rapides. Touche pas à mes filles, pareil, c'est des héritages. Toutes ces séries-là, mais même Ma famille d'abord est un héritage du Prince de Bel-Air qui est un héritage du Cosby Show, il se le cache pas. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve ça très drôle. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vu la bande-annonce de Space Jam 2? Ça là pareil, hein, 90-2000, Space Jam 2, les enfants des années 90-2000 ont tous vu Space Jam, ou presque. Qui a vu la bande-annonce? Parce que dans la bande-annonce de Space Jam 2, LeBron James qui dit son gamin il veut pas faire de basket. LeBron James qui dit oh là là, je suis sûr que Will Smith il a pas ses problèmes avec son gamin. J'étais mort parce que je sais pas si c'est du second degré, mais alors s'il y a bien un mec qui a eu des problèmes avec son gamin, c'est Will Smith, parce que Jaden, il revient de très loin. Ça m'a tué. Quand j'ai entendu ça, j'étais mort, parce que moi je suis un fan absolu de Jaden. Mais j'étais mort de rire. Je me dis, attends, ouais, t'as dit quoi? Parce que c'est le pire exemple du monde. Le pire exemple du monde. Et mais ça m'a fait trop rire. LeBron qui sort ça m'a fait trop rire. Space Jam, j'ai encore la cassette. Oh, j'ai le Blu-ray Steelbook que j'ai récupéré aux États-Unis. Gros collectionneur de Blu-ray, moi je suis encore un fan du support physique. Même les CD, donc j'essaie d'en garder au maximum. DB et DBZ m'ont accompagné durant mon enfance, je m'identifie à Goku, donc voilà, c'est mon anime Jap. Ouais, bah après ça c'est des... Pareil, c'est intéressant que t'en parles, parce que globalement, je pense... C'est encore le cas aujourd'hui, attention, et c'est peut-être même encore plus le cas aujourd'hui, par rapport à toutes les séries qui sont capables de sortir. Mais dans les séries des années 90-2000, il y avait un immense pouvoir d'assimilation. Je sais pas si c'est parce que c'est notre génération et que la génération de gens, je sais pas s'il y en a qui ont entre 10, ce serait étonnant qu'il y ait des gens de 10 ans dans le chat actuellement, mais entre 10 et 16 ans, si dans le chat vous avez entre 10 et 16 ans, dites-moi quel est le personnage de série auquel vous vous reconnaissez le plus. Parce que c'est peut-être un côté générationnel où eux vont le faire avec d'autres séries. Mais c'est vrai que nous, moi qui suis de cette génération-là, je me suis énormément assimilé à Sawyer dans Lost, qui m'a fait découvrir humainement, j'ai compris l'homme que j'étais grâce à lui, Christian Troy dans Nip Tuck et Cole Turner dans Charmed. 3 personnes doublées par Arnaud Arbessier. Les séries des... Alors, globalement, les séries des années 90-2000, c'est aussi les joies du doublage. Parce que putain, alors moi qui suis un fan absolu des comédiens qui font aussi du doublage et qui aiment et qui revendiquent qu'on a du talent, je peux vous dire que les séries des années 90-2000, le doublage, entre tous ceux, les Arnaud Arbessier, toute cette gamme de doubleurs, déjà Jérôme Powell à l'époque avec Lost, et puis même le doubleur de Richard Dean Anderson dans Stargate SG1, enfin tout le doublage de Stargate SG1 était excellent, même celui de Stargate Atlantis avec Shepard, avec McKay, etc. Ah bah ça c'était, voilà, là aussi on avait quand même, je trouve,
Malheureusement, je reconnais les voix, j'ai pas les noms en tête des comédiens. Mais là aussi, on avait c'était ultra nostalgique et c'est surtout ancré en moi que nous, enfants de la télé des séries des années 90-2000, apprécierons, je pense, plus la VF que tous les nouveaux actuellement qui regarderont le cinéma ou les films plus tard. Je pense, parce que un enfant entre guillemets du streaming va avoir Brigitte Lecordier, bien sûr, sur Goku, évidemment. Enfin, je veux dire, même sur les dessins animés, c'est énorme. Éric Métayer, pour tout le travail qu'a fait Éric Métayer, qui a l'air d'être quelqu'un de très bien d'ailleurs. Je me fais beaucoup de sketchs de Rondard en ce moment, et c'est un des mecs les plus humains qu'on voit largement dans le jury, un mec très intelligent. O'Neill et Tilk, car ce sont les deux facettes de qui je suis. J'ai 18 ans. Bah tu vois, ouais, toi t'es en... Ça, c'est bien. C'est bien qu'à 18 ans, t'aies des points comme ça, ouais. Parce que ça, c'est des séries qui sont quand même, pour le fait que t'aies 18 ans, qui sont quand même vachement old school. Hein. Mais c'est aussi important. C'est le charme des séries des années 90-2000, globalement. De se dire que bah, tu as cette signification aussi de la VF, qui est importante à souligner. De Prison, qui est arrivée jusqu'à... Je pense que c'était quasiment... Les séries incontournables en VF, ça a été pour moi jusqu'à l'arrivée de Walking Dead, Game of Thrones et toute cette période-là. Après, il y a beaucoup de gens... moi, je regarde toujours tout en VF. Et je regarde aussi... sauf Mr. Robot. Mr. Robot, je regarde qu'en VO. Mais sinon, je regarde tout en VF et je regarde tout en VO. Je regarde toujours 2 fois, comme ça, je suis tranquille. Je trouve toujours que le travail de la voix française est génial aujourd'hui. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donald Renew, forcément, légende. Je suis toujours aussi fan quand j'entends Bruno Coel ou des gens comme ça, ou... Enfin, il y en a plein, hein. Des légendes aujourd'hui de la voix française. Patrick Poivet qui nous a quittés malheureusement, David Kruger. Voilà, ça c'est des mecs. Mais à partir des années, voilà, ça coïncide aussi un peu avec ça. C'est à partir des années 2010, on a commencé plus ou moins à écouter de la VO. Apparition aussi de la VO pour tous et apparition des sites de streaming, des plateformes, etc. Qui offrent cette disponibilité de la VO. Le fait de regarder en VO quand tu vois les épisodes plus vite. Forcément. Mais la VF reste tout aussi percutante. Et Richard Darbois, bien sûr, qui est là depuis tellement longtemps. Maintenant, hein, Richard Darbois qui est une légende depuis Jurassic Park, donc puis même avant, hein, Richard Darbois, c'est un monsieur. Tu as... ouais, t'as cette fonction-là, mais je pense que les dernières séries qui vraiment étaient... Je pense que là, on sera tous d'accord. Parmi les dernières séries qui faisaient l'unanimité en VF, ça va être Lost, Prison Break, je pense. Lost, Prison Break, Desperate Housewives, à peu près la même époque. Nip Tuck, et encore Nip Tuck, ça dépend, mais toutes ces séries-là, je pense que pour les 3 quarts des gens dans le chat, c'est VF. Prison Break, la voix française de T-Bag, elle est exceptionnelle. Alors, il faut regarder en VO, forcément. Parce que, je veux dire, en VO aussi, c'est fabuleux. C'est comme John Berntal. Hein. John Berntal, elle est inégalable, sa voix en VO. Mais pourtant, Jérôme Powell, je trouve que ça lui va si bien. C'est superbe ce qu'il arrive à faire. Donc, je regarde les deux. Je peux pas, moi, regarder le Punisher que en VO. Impossible. Impossible. Peut-être pas cinéphile, hein, mais impossible. Parce que, je veux dire, c'est aussi du travail. C'est aussi des comédiens qui prennent du temps pour le faire. Et c'est important de le souligner. Et voilà, c'est des choses qui sont géniales. La VF de Prison Break est tout aussi excellente que la VO. Ouais, bien sûr. Alors, il faut regarder en VO, parce qu'en VO, c'est vachement bien. Mais des séries comme Lost, voilà, c'était encore la génération où je pense qu'on était en full VF. Big Bang Theory en VF, c'est pas possible. Big Bang Theory, bah, je crois que j'ai jamais regardé en VO, parce que Big Bang Theory, je regardais sur Energy 12. Un archétype. J'ai 2-3 archétypes différents, mais pour moi, Kylie Cuoco, c'est un archétype de la femme parfaite. Absolue. De la femme. Dans l'attitude, dans le pénis, dans l'attitude, dans la douceur, dans le physique, dans le tout. J'adore cette femme. Mais qui était nommée au Emmy ou au Golden Globe il y a pas longtemps là d'ailleurs, parce qu'elle a fait une nouvelle série. Apparemment, elle est somptueuse dedans. Mais donc du coup, j'ai regardé qu'en VF parce que j'ai pas l'opportunité de regarder en VO. Puis globalement, Big Bang Theory, moi, je regardais surtout quand ça passait comme ça pour manger, quoi. J'ai jamais vraiment intéressé. Je connais quasiment toute l'histoire parce que bon, au fur et à mesure des rediffs, forcément, tu les vois, mais j'ai jamais trop regardé comme ça. Et puis après, globalement, faut quand même le dire, il y avait des séries ovni au cœur des années 90-2000.
plus fin des années 90, début des années 2000, là, pour le coup. T'avais Oz, t'avais The Wire, t'avais Les Sopranos, t'avais des séries comme ça qui sont arrivées pour moi à 15 ans d'avance. Mais vraiment 15 ans d'avance. Là, tu te dis... Respect. Respect. Bizarrement, hein, The Wire, Les Sopranos, bon, HBO, hein, Oz aussi, je crois d'ailleurs, donc bon, bah, full HBO, voilà, Glorious le dit, ouais. T'as des full HBO, donc tu sais très bien que voilà. Mais ça, c'est arrivé avec 15 ans d'avance. Et quand tu regardes, je vais vous donner les dates de sortie de ces séries. The Wire, c'est 2002, donc on sort de la directive des années 90, mais en 2002, on est vraiment au cœur de Charmed, etc. Donc ça arrive avec un temps d'avance absolu. Les Sopranos, le générique des Sopranos est absolument fantastique. Les Sopranos qui commencent en 99 et qui terminent en 2007. Pareil, je veux dire, un ovni absolu. Et Oz, 97. Oz, c'est encore plus vieux. Oz, c'est 97. Hein. Et il y avait déjà Harold Perrineau, il y avait déjà J.K. Simmons arrive en saison 2, je crois. T'avais Harold Perrineau, t'avais Adewale Akinnuoye-Agbaye, Adebisi, j'adore, Monsieur Echo dans Lost, mais qui arrive en saison 3, je crois. Pas là très longtemps, lui, il est marquant. Non, il arrive au début, mais on le voit, il devient beaucoup plus important en saison 3 et 4, je crois. Mais on le voit quand même dans les premières saisons. Mais il est beaucoup plus là sur la suite. Harold Perrineau, lui, il est là quasi tout le temps. Je me sais que lui, il est là dès le début, parce qu'à la base, j'avais regardé pour lui. Il y a Bidi Wong aussi, je crois, dedans. Et j'essaie de regarder, là. Attendez, quand est-ce que ça arrive Tiens, j'avais oublié qu'il y avait Bobby Canvale, d'ailleurs, dans la saison 6. 97. 97 jusqu'en 2003. Et c'est ouf. C'est ouf. Ouais, non, il est là dès la saison 1, je crois, hein, à Debisi. Mais... moins que ce qu'il aura par la suite en temps d'antenne. Notamment sur la saison 3 et 4 où il est... C'est oufissime. Faudrait que je la revoie cette série, parce que ça faisait longtemps, je la regardais à l'époque de Prison Break, donc ça fait très longtemps que je l'ai pas vue. Mais ouais, c'était quand même quelque chose. Alors après, il y avait Les Éternels, comme je l'ai dit, hein, les séries de l'après-midi, je vais juste regarder Alerte à Malibu, à quelle époque ça passait. C'est peut-être Crochet qui nous en a parlé, forcément pour Pamela Anderson, époque Alerte à Malibu. Hein. Le bon David Hasselhoff, et puis David Chorvey, notre fierté nationale. Fierté nationale. 89 jusqu'en 2001. Alerte à Malibu, 11 saisons. Pas tant que ça au final. Pas tant que ça. Hein. David Chorvey qui était là des saisons 3 aux saisons 5. David Hasselhoff qui a fait 9 saisons. Il y a eu combien de saisons en tout 11. Bah, ils sont où les personnages de la saison 11 alors? Ah, voilà. Alerte à Hawaï. Ah, c'est que c'est devenu Alerte à Hawaï après. D'accord. David Hasselhoff qui était là aussi en saison 10. Alors, et il y avait Jason Momoa, tiens. Saison 10 et 11, ok. Ça, j'en avais aucune idée. Pamela, elle est restée jusque quand? Saison 3 à 7. D'accord, très bien. Comme quoi, on apprend des tas de trucs. Carmen Electra, saison 8. Il y avait Carmen Electra là-dedans. Carmen Electra qu'on embrasse d'ailleurs, sa relation sulfureuse avec notre ami Dennis Rodman. Alerte à Hawaï, mais je connaissais pas du tout ça. Alerte à Hawaï. En même temps, j'ai pas du tout regardé Alerte à Malibu. Je vais pas vous mentir. Hein. C'était pas du tout... c'est arrivé trop tôt pour moi, je pense, et ça a fini trop tôt pour moi. C'est-à-dire que, globalement, ça a commencé en 89 jusqu'en 2001. Je suis né en 93. J'avais 7 ans quand ça s'est terminé. Oh, 7 ans... 7 ans, globalement, j'aurais déjà pu, à mon avis... 7 ans, j'aurais déjà pu pouvoir regarder... je regardais déjà Windows 13, donc, je crois. Donc, j'aurais déjà pu découvrir Pamela Anderson. Hein. J'étais assez tôt porté là-dessus. Bref, et... mais du coup... Du coup, non, j'ai rien, j'ai pas manqué grand-chose. Les dessous de Palm Beach, ce générique pornographique. Là, non mais t'en avais des séries comme ça, même c'est con, hein, mais dans les grandes séries des années 90-2000, t'avais le monde du film érotique. De la série érotique, le film érotique. Ça, c'est con à dire, mais je veux dire, globalement, le téléfilm érotique ou les séries de téléfilms érotiques, parfois, des trucs qui pouvaient suivre où tu te disais, putain, mais c'est quoi ce truc-là? Bon, bah ça, c'était W9, NRJ12,
TMC, 22h30, bim bam boum, et voilà, tu vois. Ça, c'était... Mais ça faisait partie aussi, entre guillemets, du charme, pour le coup, parce que c'était des trucs de charme, mais ça faisait partie des séries de l'époque 90, fin des années 90, début 2000. Début 2000. Moi, quand j'étais gosse, enfin même quand j'étais gosse ou quand j'étais ado, mon plaisir, c'était de regarder le match de foot du dimanche soir, et puis surtout quand j'étais ado, mais tu regardes le match du foot du dimanche soir, après, pam, tu passes sur l'équipe ou alors sur BFM Télé pour avoir Roland Courbis qui te parle du match, et après tu changes de chaîne, quoi. Et puis ainsi se fait la vie, hein. Faut bien que jeunesse se fasse. Des séries animées qui t'ont marqué. Beaucoup de séries France 3 ou M6. Surtout M6, mais beaucoup de séries France 3 et M6. Je sais que moi, quand j'étais gosse, je regardais beaucoup Jumanji, le dessin animé, sur France 3. Ça, c'était mon rendez-vous. Je regardais beaucoup Batman aussi, mais c'était le matin, ça, mais beaucoup. Et je regardais beaucoup M6 pour Extreme Ghostbusters, Evolution et Godzilla. Je pense que ce que j'ai le plus saigné, au point vraiment de vouloir voir les épisodes en étant dégoûté si j'en loupe, c'est Godzilla. Qui était une suite en direct du propos ou du projet qui était celui de Roland Emmerich à la base, pardon, hein, que je vous conseille d'aller voir la vidéo de Mathieu Blôme. D'ailleurs, qui parle de ça, qui parle des suites qui auraient pu arriver sur le Godzilla de Roland Emmerich. Godzilla, la série animée, c'était génial. C'était fabuleux, fabuleux. Donc il y avait ces séries-là. Il y avait Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et il y en a une qu'on n'a toujours pas citée. Je vais vous mettre le générique. Elle n'a pas été citée une fois, donc je vais me permettre de mettre le générique pour voir s'il y en a qui le trouvent. Mais c'est dommage que ça n'a pas été cité une seule fois. Je sais même pas si je vais le trouver. Oh, il y avait Arnold, ouais. Et Arnold, c'était génial. Ouais. On va voir si vous retrouvez. Mais ça, j'aimais bien. Parce que je trouvais que c'était un peu comme Pokémon, mais en version trash. Il y avait Men in Black, la série animée Men in Black avec la vraie VF. En plus, c'était cool. Alors, si certains connaissent ça. Ça, mec, c'était ouf, hein. Ça, moi, je regardais de ouf. Ça, je regardais de ouf. Parce que les créatures avaient de la gueule, et c'était vachement... Il y avait des trucs assez... comment dire, assez dark. Enfin, les évolutions, entre guillemets, négatives des petits monstres, là, c'était quand même... bon, c'était assez hard par moment, hein. Donc moi, ça, j'aimais bien. On en a cité pas mal des cools que j'ai oubliés, mais ouais, les Razmoquettes. Il y avait les Razbitume après, mais j'ai surtout vu les Razmoquettes, parce que les Razmoquettes, la musique, elle était trop bien. Jimmy Neutron, moi je suis moins fan ça de Jimmy Neutron. Mais vraiment, non, les Razmoquettes, ça m'arrivait de regarder. Et Arnold, je regardais beaucoup. Il y a eu un film d'ailleurs, et Arnold le film qui était assez drôle. La famille, ouais, il y avait la famille de la jungle. J'étais moins fan aussi de ça. Non, ouais, c'était surtout, voilà, si je devais en retenir 5, ça aurait été Jumanji, Evolution, Godzilla. C'est vraiment ces trois-là, quoi. Jumanji, Evolution, Godzilla. Après, tu peux rajouter à égalité Men in Black et Extreme Ghostbusters, quand même. Et après, ouais, ce serait Pokémon et Yu-Gi-Oh! À égalité aussi, quoi, parce que forcément, mais ça, je regardais beaucoup. C'est vrai que je regardais beaucoup. Et après, t'avais les dessins animés, entre guillemets, un peu plus enfantin, j'ai envie de dire, mais Godzilla. Bah, c'est Godzilla. Godzilla, Godzilla, on dit Godzilla, mais Godzilla, je crois que c'est la version de Roland Emmerich. Il me semble que la version de Roland Emmerich, on dit Godzilla, et l'autre, on dit Godzilla. Le Godzilla versus Kong, on dit Godzilla. Mais il me semble que le Godzilla, justement pour marquer le fait que les gens n'ont pas, il me semble qu'on dit Godzilla dans le dessin animé, il disait Godzilla, je crois. Hein. Il disait pas Godzilla. Godzilla, c'est les nouveaux, hein, ou Gojira, enfin bon, après ça dépend de... Je m'y connais pas assez là-dessus, mais... Il y avait Batman. Batman aussi, c'est vrai que les Batman, je regardais beaucoup.
Sur France 3, avec le générique fabuleux. Je crois que c'était même, ça passait aussi sur France 2. Il me semble même que c'était un des rares dessins animés, je crois, qui avait réussi à passer sur France 2, parce que ça avait une telle aura absolue que France 2 l'avait récupéré. Et forcément, France 2 faisait plus d'audience que France 3. T'avais Spider-Man sur TF1 aussi, les mercredis matins, fameux mercredi matin sur TF1, où tu pouvais avoir, t'avais pas mal de dessins animés, dont le Spider-Man, le fameux Spider-Man des années 90. Mais c'est fort, c'est fort. C'est ça qui est intéressant. On va durer 10 petites minutes et puis après on coupera parce que je vais aller jusqu'à 1h30. On a 1h19. Si vous avez encore des questions pendant 11 minutes, n'hésitez pas, parce que je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'était un petit live nostalgique, hein. Il n'y avait pas de matière à grande analyse, même si au final on a pu parler de pas mal de trucs quand même. Mais voilà. Et même du côté des séries françaises, les années 90-2000, ça a quand même montré l'arrivée de la shortcom en France. Ou de la shortcom, il y en avait peut-être déjà avant, mais la vraie shortcom telle qu'on la connaît, c'est-à-dire... alors, il y a eu la sitcom, puisque H a tourné là-dessus. Hein. Je veux dire, en France, H, c'est typiquement un produit des années 90-2000. Il y a eu Un gars, une fille, qui a emmené ensuite Caméra Café, qui a emmené ensuite Kaamelott. Et ce qui est marrant, c'est qu'en France, les séries des années 90-2000, que ce soit des shortcoms ou autres, je prends juste le cas isolé de la France, hein. Mais ça montre que dans les années 90-2000, tu pouvais rire de tout avec tout le monde et surtout de n'importe quoi. Et ça, en 2020... en 2020, tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Un Valou sans... Ivan qui arrive, et oui, évidemment. Ivan qui, pendant mon live anniversaire, était tellement occupé à... à draguer la pauvre Elise qui n'en demandait pas tant, qui n'a pas vu qu'il y avait un challenge pour mon live anniversaire qui était de se raser la barbe en mars. Bon, globalement, ça va, elle se revoit déjà un peu. Donc ça va, j'ai déjà moins l'air puceau qu'il y a 4 jours, donc ça me réconforte, hein, parce que là, bon, ça se voit quand même qu'il y a une espèce de petite beubare apparente. Donc donc c'est beau. Mais oui, Ivan, il y avait un challenge, donc j'ai respecté le challenge. D'ailleurs, il y avait je sais pas si certaines personnes étaient là à ce moment-là. Je sais que Captain Crochet était là. Je me suis même fait une petite moustache. Une moustache à la chaude couleur, une moustache vraiment bien dense. On aurait dit un acteur porno mexicain des années 80, c'était fantastique. Je suis bête. Tu es magnifique et saillant, mon Valou. Ah, que tu es beau aussi, Ivan. Ivan, fais-moi plaisir. Dans 10 minutes, je vais t'envoyer un truc. Dans la conve avec Matt. Ce que tu vas faire, parce que moi je peux pas, c'est écrire un message dans la conve, notifie Matt et dis-lui, gros, dans 10 minutes, il faut que tu sois vivant et debout. Marque-lui, parce que j'ai pas mon téléphone sur moi, mais envoie-lui ça dans la conve. Les mecs, ils font leur petit plan perso, tu vois. Envoie-lui ça, parce que je vais t'envoyer un bail, t'es pas prêt. Dans pile 10 minutes. Et écris dans la conve et notifie Mathieu Blôme en mode It's time to play the game. Avec un meilleur accent, mais... T'as pas mentionné ma série fétiche des années 2000, Alias. Alors, Alias, si je dis pas de conneries, et je ne pense pas dire de conneries, non, effectivement, Alias, c'est intéressant aussi parce que c'est 2001-2006, Jennifer Garner, forcément, mais surtout J.J. Abrams. Et Alias, c'était intéressant parce que globalement, c'était l'une des premières séries de J.J. juste avant Lost. Et il a fait Lost par la suite. Lost, le raz-de-marée qu'on lui connaît, mais Alias est une série qui est énormément appréciée. Et qui était une très bonne série d'ailleurs, qui a rapidement été rangée dans la catégorie série avec Jennifer Garner. Bon, globalement, on s'en fout un petit peu, quoi. Je veux dire, bon, c'est pas grave. Alors qu'à l'époque, c'était très bien, et ça fait partie de ces séries qu'il faut réhabiliter, parce que, au même titre que Buffy contre les vampires, aujourd'hui, on pourrait se dire, bon, c'est pas ouf, mais voilà. Mais alors que c'était vachement cool. Tu l'as vu le film Frangin malgré eux avec Will Ferrell et John C. Reilly, des barres de rire, David Kruger et Jerome Powell. Je crois qu'ils m'en ont parlé, je l'ai pas vu, mais je crois qu'en interview avec Jérôme, il me semble que Jérôme m'en a parlé. Justement parce qu'il était avec David, ils s'entendent très bien. Hein. Et il m'en a parlé je crois. Ça doit être, il a dû me parler de ce film-là. Mais non, je l'ai pas encore vu. Faudra que je le regarde. Dark Angel avec Jessica Alba aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties qui étaient vraiment bien, quoi. Vraiment bien. Maintenant, c'est des polémiques pour tout et n'importe quoi, donc difficile. Ah, mais voilà. Mais je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais globalement,
c'est une catastrophe aujourd'hui. C'est une catastrophe. Et alors attendez, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé que je trouvais très drôle. Il y avait une polémique sur H parce qu'on avait accusé H d'être raciste, homophobe, ceci, cela, bref, tout ce que vous voulez, que c'était une série surtout à pu montrer aujourd'hui. C'était venu dans les mêmes thématiques que un mois avant, on disait que Friends c'était une série homophobe, grossophobe, parce que on parlait des gays avec Chandler et des gros avec Monica Geller. Ce qui est complètement ridicule parce que c'est juste de l'autodérision et au contraire, ne serait-ce que l'épisode où Chandler va retrouver son père qui est drag queen, ça se passe très bien, il est invité au mariage et il y a une réalité alternative où Chandler sort avec Monica même si elle est grosse. Donc c'est complètement con. Mais on fait des polémiques maintenant avec tout. Et moi j'avais publié ça en disant putain bravo cette espèce de culture du on peut plus rire de rien. Aujourd'hui des séries brillantes on serait incapable de les sortir, ça me fatigue etc. J'avais cité notamment mais je parlais de séries françaises. Je citais notamment Caméra Café et je le dis pour moi Caméra Café dans l'écriture c'est vachement intelligent. C'est beaucoup moins con que... C'est pas accessible, mais c'est beaucoup moins con que ce qu'on pourrait faire. Et je citais des séries comme ça en prenant l'exemple de H mais en cas isolé. Et en mettant ensuite Caméra Café et d'autres séries, ou même Un gars, une fille, où je pense qu'un gars, une fille, il y a des blagues aujourd'hui qui passeraient plus, en disant culture de la bien-pensance, aujourd'hui on peut plus rien dire. Et forcément, je m'en suis pris plein la gueule en mode oh là là, tu cites que des séries de merde, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais de Parks and Recreation, qu'est-ce que tu fais de The Office, etc. Et là, t'as le culte de la bien-pensance qui m'a tombé dessus, alors qu'ils ont rien compris. Parce que je parlais des séries sitcom, shortcom françaises, et eux, ils me citaient des trucs genre Parks and Rec ou The Office qui sont américains, où les Américains, aujourd'hui, ils peuvent se permettre de dire beaucoup plus de choses que nous, on se permet de dire en France dans nos séries. Ça n'a rien à voir. Comparer The Office et Un gars, une fille, ça n'a rien à voir. Mais rien du tout. C'est débile. Alors j'ai fini par supprimer mon tweet puisque visiblement, j'ai vite compris que sur Twitter, la moitié des bons gros abrutis qui comprenaient rien à rien. Donc du coup, je me suis vite barré. J'ai supprimé mon tweet histoire de pas avoir des messages et sur-messages et sur-messages. Mais ça m'a contenté simplement dans mon idée que j'avais raison. Oui, aux États-Unis, on peut se permettre de dire beaucoup de choses encore, et heureusement, en France, plus du tout. Et je dis pas que quand je parlais de séries qui pour moi étaient brillantes, je parlais globalement de Caméra Café, je parlais de Kaamelott parce que j'avais peur pour Kaamelott. Allez me dire que Kaamelott c'est pas brillant. Alexandre Astier est un mec brillant. Je parlais de Kaamelott, je parlais de Caméra Café parce que je trouve que oui, c'était intelligent. Effectivement, H, c'est beaucoup plus con, mais bon, c'était l'exemple qui confirme la règle. Et puis surtout, merde. Un gars, une fille aussi, hein, qui était quand même assez intelligent, je trouve, dans la manière d'écrire le couple, et dans la manière de décrire le couple, tout en étant drôle, mais sur des thèmes parfois assez difficiles. Donc je trouvais ça... Voilà, Un gars, une fille et H, c'est pas brillant, hein, mais c'était quand même des précurseurs typiques des années 90-2000. Et la seule chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment peur qu'on ne puisse plus rien dire. Et le fait est qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire du tout. Mais rien. Sur les réseaux, sur les vidéos, sur Internet, dans les séries, quand je vois la bienséance des séries de 20 heures de TF1, là, Mes chers voisins, mes trucs comme ça, ou même Scène de ménage, c'est pourtant des ersatz d'héritiers, de trucs, de machins, pourtant de ce qu'était Un gars, une fille, c'est consternant. Un gars, une fille, je vais vous dire. Il y a un épisode qui m'avait choqué là-dessus, c'est quand Jean mais c'est tout sauf une série homophobe, hein, mais Jean se fait coiffer par un coiffeur gay. Bon, déjà, vive le stéréotype, tu vois. Mais à l'époque, on savait rire parce que c'était du second degré des stéréotypes. Et il se fait coiffer. Et puis alors, l'autre, il surjoue le gay. Et il y a une phrase que dit Jean, c'est... Bon, il est en train de remettre sa mèche, puis il dit... il me fait chier, l'autre tarlouse, hein, rien à foutre. Allez, reviens, je déconne. Allez, reviens, bébé, bibiche. Et je me dis, ça, tu mets ça dans une série aujourd'hui en 2020, jamais tu sors ça. C'est une phrase, hein, mais jamais tu sors ça. Jamais tu peux sortir ça en 2020. Pas toute la communauté LGBT et toute la communauté homo, tu te l'as au cul. Hein. Pour une phrase. Alors que globalement, je veux dire, c'est pas du tout homophobe, parce qu'il y avait plein de références dans la série Un gars, une fille, mais même dans les années 90, et même dans Caméra Café, et même dans Samantha, et même dans des trucs comme Samantha, c'est vrai que c'était con. Bon, moi, j'ai jamais aimé Samantha. Mais globalement, pareil, où c'était...
on savait qu'on riait de nous-mêmes avant tout. Il riait d'eux. Jean Dujardin, quand il dit ça, il se moque de lui-même, parce qu'il y a beaucoup de choses où il se moquait lui-même de son truc d'homosexualité. Même aller plus loin, dans le film Les Infidèles, il passe tellement de temps à niquer des nanas qu'il finit par devenir homo parce qu'il se rend bien compte qu'il y a un truc qui va pas dans sa vie. Mais on se moquait d'eux-mêmes, on se moquait des stéréotypes. On faisait pas l'éloge des stéréotypes. On se moquait des stéréotypes, on se moquait justement des homophobes, on se moquait du racisme, de la même manière que H se moquait du racisme, de la même manière que Friends se moque de sa propre bêtise vis-à-vis de Chandler qui peut passer pour un homophobe ou pour un grossophobe, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque justement, il y a des épisodes qui le prouvent par A plus B plus C plus D même, hein, que pas du tout. Je veux dire, il y a pas du tout d'homophobie ni quoi ni rien. C'est simplement qu'on se moque avant tout de soi-même et que voilà, il y a des épisodes qui ont bien prouvé, comme notamment merde. Oh merde. L'épisode sur le fait que si on était dans une réalité alternative, il sortirait quand même avec Monica obèse. Bah, ouais, parce que voilà, on s'en fout, parce que l'amour prévaut et on sait se foutre de nous-mêmes. Mais pour le coup, c'est How I Met Your Mother qui est assez mal écrite par rapport à Friends. J'ai pas beaucoup regardé How I Met Your Mother, donc je peux pas trop te dire. J'ai regardé pas mal d'épisodes. Pour moi, elles sont concurrentes, mais elles se différencient tellement que de toute façon, le mec veut me faire jouer de la CB en mettant du Stargate partout. Oh, Neil, tu manques. Alors, Mediavore, si tu veux faire jouer ta carte bancaire, il te reste 5 minutes. J'arrête à 22h40. Donc, si vraiment la CB doit y aller pour Pâques, faut que tu le fasses maintenant. Hein. Je me permets, c'est un pote, il me doit de l'argent, c'est le mec. Mais je coupe dans pas longtemps. On était sur la bien-pensance, là, donc... Faut remettre les choses dans leur contexte, et parfois certaines blagues sur les noirs ne me font pas rire du tout, ne m'ont jamais fait rire, mais aujourd'hui on peut le dire. Oui, non mais alors ça, après, c'est une question, comment te dire, que ça te fasse pas rire, parce que c'est pas drôle. Bah, y a des vannes dans les années 90 qui me faisaient pas marrer non plus. Je veux dire, ça c'est propre à chacun. C'est ça que je veux te dire. Y a des séries, il y a des types d'humour qui sont propres à chacun. Moi, je pars du principe que mon style d'humour, c'est Jérémy Ferrari. Ça me fume. Mais vraiment. Quand je sors la vidéo là sur le JT décalé et que je dis qu'on a repéré un mort-vivant et qu'en fait on pensait que c'était un militaire, mais non, pas du tout, c'est Roman Polanski qui s'est buté parce qu'il a vu que les écoles primaires ne rouvraient plus jamais après le Covid, ça me fait rire. C'est de l'humour noir, ça me fait rire. Maintenant, il y en a qui n'aiment pas. Et je peux comprendre. Mais ça, après, c'est des questions de goût. C'est pas des questions de bien-pensance. C'est-à-dire que globalement, c'est même ce qui est drôle, c'est que Jérémy Ferrari, lui, n'en a rien à foutre des codes, se permet des choses inouïes, et lui, ça passe. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que lui, ça passe. Et lui, il est encore à la télévision, on l'invite un petit peu partout, etc. Et tant mieux, parce que c'est bien. Olivier de Benoît, ce qu'il peut dire sur le machisme, etc. Pareil, il se moque avant tout de lui-même. Mais alors, machisme, sexisme, etc., à outrance, j'adore ce qu'il fait. Parce que c'est du second degré. Et ça se sent à des kilomètres. C'est lui le dindon de la farce à la fin. Mais lui, on peut encore. Et c'est ça qui me fait me dire que c'est très bizarre. Parce que certains se permettent et ont les couilles de le faire. Et à un moment donné, peuvent dire des choses et d'autres ne peuvent pas. Et ça, c'est étonnant. J'aimerais bien qu'on explique pourquoi. Parce que Jérémy Ferrari, c'est un mec brillant. Hein. C'est un mec, pas étonnant qu'il soit tombé en dépression, dans des trucs comme ça super durs. Parce que c'est un mec qui est juste intelligent, quoi. Plus t'es intelligent, plus t'es brillant, plus t'es torturé, et plus tu te prends la tête, et plus tu déprimes. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Ça continuera souvent, mais moi je suis un fanatique absolu de ce mec-là. Et j'adore. Et ça, ouais, on peut. Alors que tu vois, Caméra Café, ça va revenir. Moi, j'ai peur que Caméra Café, ce soit ultra édulcoré. Si Caméra Café, ils le font de manière super édulcorée, sans gros mots, sans trucs, sans machin, alors que putain, Philippe, déjà, rien que la base, l'appeler Philippe Gatin, parce que justement, c'est un homo, Philippe Gatin, Catin, tout ça, bon, rien que le jeu de mots sur son nom de famille est quand même bizarre. Quand ils lui disent vas-y, bouge pas, salope, enfin, ils se foutent de sa gueule, de son homosexualité, ils se foutent de la gueule, mais d'absolument tout dans Caméra Café. Du système, de la politique, du sexe, des trucs, de tout. Caméra Café, aujourd'hui, plus jamais ça ne peut sortir. Et le fait qu'ils vont le refaire, je me demande si globalement, ça va être capable de ressortir. Je n'en sais rien. Parce que certains ont des tickets, je pense, et ont des passes droits, mais c'est parce qu'ils ont trop de talent. Je pense qu'un mec comme Jérémy Ferrari, il a tellement de talent, qu'est-ce que tu veux faire de toute façon?
C'est fou parce que Caméra Café est exporté dans plein de pays. Ah oui, Québec, Italie, mais même Yvan Le Bolloc, il avait fait la version algérienne ou marocaine, je crois. Donc c'est pour te dire. C'est pour te dire. Après, je pense que c'est compliqué, mais on peut pas tout faire passer sous le second degré. Euh... C'est la fameuse phrase, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Enfin, je crois que la phrase n'a jamais été dite vraiment comme ça. Mais je pense que c'est ça. Je pense que j'ai vu le message où apparemment tu disais que t'aimais bien Jérémy Ferrari. Je pense que Jérémy Ferrari prouve qu'on est capable avec du second degré et un humour brillant de tout faire passer. Des trucs tellement graves, mais que tu peux tout faire passer. Mais il faut le faire avec une minutie, une précision que malheureusement certains n'ont pas et forcément derrière ça devient risible. Mais c'est de la mécanique de précision. Caméra Café, beaucoup vont trouver ça beauf, mais Caméra Café pour moi c'était quand même une mécanique de précision. Dans certains thèmes d'actualité. Très révélateur de la société d'aujourd'hui d'ailleurs. Orelsan est un bon exemple, trop de talent pour le limiter. Pareil, Orelsan, c'est très dur ce qu'il peut dire, ouais. C'est très dur. Mais lui, il peut. Merci de parler de Stargate SG1 et Atlantis, c'est un grand fan de la série, ça fait plaisir d'avoir un youtubeur qui en parle. Il y a Mediavor qui est là, qui a fait une vidéo là-dessus, si tu veux aller voir. Mediavor, si tu es encore là, après m'avoir fait un don de 100 €, tu pourras mettre le nom de ta chaîne YouTube sur le chat. Parce qu'il a fait une vidéo sur Stargate, c'est un grand fan de Stargate. Et on s'entend bien là-dessus. Moi, j'avais fait une vidéo sur Stargate Atlantis, et je vais me mettre à Stargate Universe bientôt, parce que beaucoup trop de gens m'ont dit « Regarde, c'est top ». Donc je pense que je vais m'y mettre, apparemment, ça a l'air très bien. Mais voilà, pour ce petit live saillant hein, sur cette nostalgie des années 80, 90, 2000. Est-ce que ce live vous a plu? Dites-moi dans le chat si vous voulez d'autres lives dans ce style de thématique. Il faut être minutieux, on sent que Jérémy Ferrari pousse les choses tellement... Puis il a beaucoup de culture surtout, donc je pense qu'il se permet parce qu'il est au courant des choses. Tellement loin qu'on sait directement qu'il n'est pas raciste, etc., comme Laura Lone ou Guillaume Batz. Mais Jérémy Ferrari, par exemple, je veux dire, ce qu'il a fait pour Guillaume Batz en duo, c'est phénoménal, c'est superbe. C'est superbe, c'est génial, c'est génial. Et eux, quand tu vois qu'ils s'entendent aussi bien, c'est bien la preuve, tu vois, preuve de la bien-pensance de merde. Mais là, j'utilise vraiment le mot de merde, parce que pour le coup, c'était le pire endroit pour le faire. Jérémy Ferrari, qui vient... Shaking Nemron. Techmaté, maître Média... Techmaté, maître Mediavor. Techmaté, maître Bratak. Merci beaucoup, Mediavor, pour les 2 €. Félix, merci beaucoup pour le don. Jérémy Ferrari, c'est un chirurgien de l'humour. C'est un beau nom. C'est un chirurgien de l'humour, effectivement. La dernière chose que je dirais par rapport à Ferrari, c'est un passage qui m'a marqué. Ferrari qui est invité sur le Téléthon et qui se moque un petit peu du handicap, mais de la même manière qu'il le fait, en étant toujours très poétique et très romantique par moments. Il y a toujours beaucoup de poésie derrière, avec Guillaume Batz. Il y a 2 personnes qui l'empêchent de parler et apparemment ensuite qui lui ont dit « Non mais barrez-vous parce que ça va pas marcher pour le Téléthon. Le Téléthon, faut absolument qu'on gagne de l'argent, on gagne de l'argent, on gagne de l'argent. Vous savez, faut pas rigoler avec ça, faut pas du tout dire que l'argent ça va dans vos poches et tout. Non, 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 non. » C'était Nagui et Sophie Davant. Nagui et Sophie Davant. Nagui, pour moi, c'est un bon animateur. Apparemment, dans la vie, il faut pas le faire chier. Mais bon, d'un autre côté, je comprends que par rapport à sa notoriété, il n'ait pas envie d'être emmerdé. C'est un mec un peu spécial. Moi, j'aime bien l'animateur. L'homme, je sais pas, mais j'aime bien l'animateur. Sophie Davant, j'en ai rien à carrer, mais elle pue la bien-pensance à des kilomètres. Et de ce que j'avais vu, et c'est des vidéos qui sont encore disponibles sur YouTube, ils s'étaient limite fait-têche du Téléthon, parce qu'ils étaient venus avec des vannes, en mode, bah ouais, nous, l'argent, on va l'avoir dans notre poche, ah bah c'est pour Guillaume, il va tout se mettre machin. Et en fait, sur le plateau, tu voyais la gêne, parce que t'avais Nagui et Sophie Davant, qui étaient ultra premier degré, en mode, non, 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 on précise, c'est pour la recherche, c'est pour si... Et là, t'as bien vu que, à certains moments, malheureusement, je sais pas si c'est raccord avec ce que tu dis on peut peut-être pas rire de tout, alors faut le faire sur certaines façons, ou seulement avec certaines personnes. Moi, je me suis dit, putain, mais dans quel monde on vit, quoi? Vous êtes intelligent, c'est bon pour le Téléthon de voir qu'il y a aussi des gens dans le statut de handicap qui sont capables de rire d'eux-mêmes, de s'en sortir, d'avoir une belle vie, d'avoir une belle vie, d'avoir une vie dans l'humour, de faire ce qu'ils rêvent de faire, surtout, c'est le plus important. C'est beau comme message. Et vous les empêchez de parler, tu vois, vous les empêchez tout simplement parce que, c'était peut-être la prod. Honnêtement, soit c'est la prod qui a dit à Nagui et Sophie Davant, les gars, quand eux ils vont venir, vous faites gaffe qu'ils disent rien de négatif. Soit, parce que c'était très rapide, hein. Ils sont restés 3 minutes sur le plateau à tout casser. C'était peut-être trop rapide pour que même dans l'oreillette, ils disent « Ouh là là, attention, calmez-les », tu vois, parce que c'est tac, 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 c'était vraiment du tac au tac. Donc t'as raison, mais même dans ce cas-là, si ça vient de la prod, c'est de la merde.
Si ça vient de la prod, c'est de la merde. Je veux dire, attends, la prod, à un moment donné, vous les invitez, laissez-les parler. Vous les invitez, c'est peut-être pour qu'à un moment donné, les mecs, ils puissent faire ce qu'ils aiment faire. Montrer justement que des mecs dans le statut de handicap, ils arrivent à se relever de ça. C'est le plus important. Ça me paraît de tomber sous le sens. Je suis d'accord avec toi, on prend aussi les gens pour des abrutis comme si les spectateurs n'étaient pas... Oh bah bien sûr, en plus. Et ça, Jérémy Ferrari l'avait dit. Genre, vous prenez les gens vraiment pour des cons, quoi. Genre comme si les gens allaient se dire, ah oui, oui, oui. Ouais, regardez, on est à 80 millions, c'est pour Guillaume Batz et moi à la fin. Mais enfin, je veux dire, mais qui pense ça? Non, mais bien sûr. Mais c'est enfin, culture de l'enfer. Mais bon, c'est comme ça. Messieurs, dames, ce fut un véritable plaisir de vous parler de ces années 90-2000 avec vous. C'était très cool. On se retrouve demain pour un live. Je vous conseille vraiment, honnêtement, d'être là. Un live grande roue libre de l'extrême avec guest. Ça va être très très cool. De 21h à 23h sur YouTube et ensuite de 23h à 1h sur Twitch. Ça va être royal. Et puis mardi, on se retrouve pour le live sur le Hears Negan où il y aura beaucoup de choses à dire. Demain, vidéo sur Hears Negan, etc. Aussi... qui arrivera aux alentours de 17-18 heures, normalement, comme d'habitude, tout est bien. Et puis voilà, mercredi Ligue des Champions, jeudi, vendredi, live Uncharted 4, samedi pause, et normalement dimanche après-midi, on termine Uncharted si je ne l'ai pas terminé. Je vous souhaite une excellente soirée, ce live sera en rediffusion dans la semaine. Voilà. Il n'y avait pas de suite, sûrement mardi, je pense que mardi, à mon avis, devrait être bon. Bisous à tous, merci beaucoup encore pour les dons très généreux, et à la prochaine.